Bienvenue à toutes et à tous dans cette première émission de 2024. Nous entamons cette nouvelle année, comme à notre habitude, avec une promesse de récits fascinants et inspirants. Attachez donc vos écouteurs, vos casques, car nos podcasteurs préférés vont vous embarquer dans un voyage d'histoires captivantes, voire inquiétantes. C'est parti pour le Story Show! Bonjour, bonsoir, je suis Wivo, il est Davin, et on vous souhaite une merveilleuse et belle année 2024 les amis. Bonne année. Et oui, bonne année. Et ça va être, on est tout gêné, on est tout timide. Bonne année. Mais oui, c'est ça. Bonne année les gens. On est timide. On n'a pas de retour, c'est bizarre, on vous dit bonne année, on ne sait pas si vous allez répondre ou non. Ils en ont rien à foutre, ça se trouve. C'est ça. Si. Bon, en tout cas, on est en mode Noël, en mode bonne année, on est sous notre couette avec notre petit thé chaud pour vous accueillir pour ce Story Show. Ça fait plaisir. Oh. Oui, ça, j'ai même pas fait exprès. Là, tu fais des rimes. Je deviens, je m'impressionne moi-même par moment. Oui, franchement, le Story Show, c'est un moment un peu comme l'Horror Show, c'est un moment de mais beaucoup plus convivial pour raconter des histoires. Voilà. C'est ça. Enfin, ça fait du bien. Moi, je te jure, je suis pas du tout dans la même ambiance. Là, je suis vraiment en mode sous ma couette, le petit feu de cheminée. Je me sens tellement bien là. Ça fait du bien. J'aime tellement quand on se raconte des petites histoires comme ça que c'est tellement beau. Oui. Je suis trop impatient de savoir ce que tu nous as préparé. Parce que je suis assez content, moi, de cette petite fournée 2024, du coup. Je suis assez content. Ça va être beau. Mais en plus, moi, il y a un petit peu de tout. Moi aussi. Il y a une histoire, je vous le dis d'avance, elle est à la limite entre l'Horror Show et le Story Show. C'est ça, parce que expliquons la transition. Expliquons aux nouveaux arrivants qui ne connaissent pas cette émission, c'est que comme vous le savez, on adore raconter des histoires. On l'a fait il y a bien longtemps, enfin depuis bien longtemps avec l'Horror Show. Oui. Mais c'est vrai que pendant qu'on recherche nos histoires pour l'Horror Show, des fois on tombe sur des histoires qui sont un peu moins effrayantes et qu'on se demande est-ce qu'ils auraient leur place dans un Horror Show. Et du coup, on a décidé de créer ce Story Show dans lequel on va vous raconter d'autres histoires qui sont parfois plus inspirantes, parfois juste sur des faits un peu curieux, un peu mystérieux, sans rentrer dans l'horreur. Et voilà, du coup, ça peut partir dans tous les sens. C'est aussi cool, je trouve, qu'un Horror Show, parce qu'on sait pas, dès qu'on démarre, c'est un peu comme un épisode de Black Mirror. Tu sais que ça va être cool, mais tu sais pas où tu vas aller. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a une variété, il n'y a aucune limite. Hein. Donc, c'est ça qui est cool. C'est ça après qui est cool. Et avant de démarrer l'émission, c'est très spécialisé. Avant de démarrer l'émission, désolé, je te coupe. Dis-nous. Parce que je crois que tu n'as même pas remarqué, parce que c'est moi qui m'occupe de la publication des épisodes sur YouTube. Oui. Et du coup, sur YouTube, je marque à quel épisode nous sommes de notre podcast. Et aujourd'hui, en cette année 2024, la première émission de 2024, nous sommes à l'épisode 99 du podcast Au coin du feu. Je sais même pas si tu le savais. Tu savais pas ? Non, même pas. Voilà, on est à notre 99e émission, mec. Je sais même pas si tu te rends compte. La prochaine, on est à la 100e. À la 100e. Donc limite, en fait, j'étais en train de réfléchir, mais qu'est-ce qu'on fait ? Faudrait faire un truc exceptionnel. On a déjà prévu en fait une émission, mais elle est absolument pas exceptionnelle. Tu vois, elle est très, j'ai envie de dire banale, elle va être très cool. Mais dans la continuité. Ouais. Et du coup, on a 15 jours. Si on trouve un DR, ou laissez-nous des commentaires si vous avez une idée de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour la 100e pour marquer le coup. Voilà, vous pouvez nous poser des questions, vous pouvez, je ne sais pas, donnez-nous des idées, et peut-être qu'on fera une spéciale 100e émission, je ne sais pas, mais on n'y a pas du tout réfléchi, moi c'est arrivé d'un coup, j'ai même pas fait gaffe, quoi. Et voilà, on est à la 99e émission de Au coin du feu. Mais ça peut être énorme, si vous avez des idées pour la 100e épisode et qu'on le fait, ouais. On verra. On verra bien. Après, je ne sais pas du tout. Parce qu'on avait déjà prévu une émission en fait à la base. Donc on va pas vous dire ce que c'est pour qu'on change nos plans. Mais voilà, je m'en suis rendu compte en publiant. On peut la faire, ça pourrait être la 101e émission. Et du coup, la 100e émission serait l'émission. Ah non. Si on fait une 100e, il faut une vraie 100e.
Bref, donc voilà, Bon, on en verra tout bien. cas, c'est l'occasion On quand verra même bien. pour nous de vous souhaiter bonne année, puis de vous remercier pour cette tous les belle année qu'on a commentaires. passée, tous les Aussi. commentaires qu'on a eus. C'est vrai qu'on a eu Ouais, une ça. année très productive, alors qu'on n'a pas fait de faits divers. Généralement, c'est les faits divers qui ramenaient pas mal de monde. Et finalement, cette année, avec les émissions Black Mirror, Intelligence Artificielle, l'Horror Show, on a eu pas mal de retours, pas mal de commentaires ultra intéressants, des théories sur les émissions de Miyazaki, sur d'autres émissions qu'on a pu faire. Donc franchement, c'est pour ça qu'on fait ce podcast, c'est pour qu'il y ait l'échange. Il y a même des gens qui nous ont conseillé des choses, des films ou des œuvres à regarder et à suivre, mais il y a pas mal de trucs, je pense, qui vont arriver en 2024 sur les conseils des gens. Il faudra qu'on relève les pseudos des gens qui nous ont conseillé ces œuvres, parce qu'il y a des trucs très lourds qui arrivent. Et donc voilà, c'est pour vous remercier tous, et puis n'hésitez pas, on va le faire pour une fois en début d'émission. Si vous appréciez, si vous voulez nous soutenir, laissez des pouces bleus, des 5 étoiles. On est sur YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast, tout ça, vous le savez. Mais voilà, pour une fois que j'y pense en début d'émission. Ouais, t'as bien fait. Et vu qu'on le dit à la fin, quand C'est tout ça. le monde nous a quittés. Ouais, c'est beau. Non, Donc ça voilà, fait trop plaisir. voilà, c'était le C'est petit ultra encart. motivant. C'était le petit encart. Ouais, mais il faut le dire. Non, il faut le dire. C'est vrai que c'est motivant. À chaque fois qu'il y a un petit commentaire comme ça qui sort sur une émission, des fois on sait même pas quelle émission c'est réellement. Ouais, des fois Et c'est des une émissions fois qui que le remontent à il y a commentaire quelques est- mois, trucs comme Oui. ça, c'est ça qui est drôle. Et C'est puis ça. souvent, c'est ultra intéressant. Il y a des gens des fois qui rentrent dans des débats sur certains points précis d'un scénario ou alors d'un fait divers ou de je sais pas quoi. C'est super intéressant, quoi. Des fois, on nous a conseillé même des chaînes YouTube à aller voir pour se renseigner sur tel ou tel sujet. Enfin, voilà. Merci pour tous Non, les c'est gens bon. qui laissent des commentaires comme ça. C'est vraiment trop cool. Pour une émission de la nouvelle année, je pense que cet encart était indispensable. Il fallait le dire. C'est sûr. On espère que ça va continuer comme ça. Voilà. Voilà. C'est Et pour que ça. cette Pour émission va remercier. vous plaire. Pour remercier tout le monde, moi je me suis pas mal démené pour ces petites histoires. J'espère qu'elles vont vraiment vous plaire. Mais voilà. Là, il est en train de hyper. Hein. Là, du C'est coup, ça. tu vas commencer. Hein. Du Aïe, coup, tu aïe, vas aïe. commencer. J'ai la pression. J'ai la pression d'entrée. Et tu vois, pour Non. commencer, ça va vraiment être pour, comme tu dis, pour remercier les gens, voilà. Je sais que vous Ok. aimez souvent un peu nos histoires un peu faits divers. Et là, je vais vous Oh. parler d'un fait divers, en fait. Tout simplement, c'est pas une histoire criminelle ou quoi, c'est un autre genre de fait divers. Mais, donc ça s'est vraiment passé en 2006. Ok. Le 23 avril 2006, plus précisément, dans la ville de Kiev, donc la capitale en Ukraine. Donc, en 2006, c'était avant qu'il y ait tous les problèmes qu'on connaît aujourd'hui, bien sûr. Mais voilà, il s'est passé un fait divers totalement mystérieux, totalement troublant. Donc je vais te le raconter un peu comme je raconte les horror shows, donc n'hésite pas à poser des questions. Je sais pas si je pourrais te répondre à tout, parce que je me suis pas mal documenté sur le sujet, mais il y a quand même des zones d'ombre, hein, donc voilà. Mais n'hésite Ok. pas à poser des questions si tu as des interrogations. Voilà. Ok. Donc tout débute le 23 avril 2006 dans la capitale d'Ukraine, donc à Kiev, dans une rue, somme toute banale. Il y a pas mal de gens qui marchent à l'intérieur, et il y a un homme qui va attirer un peu l'attention des passants. C'est un homme qui semble totalement perdu. Il a le regard totalement hébété, il est au milieu de la rue, et ce qui interpelle les gens, au-delà de son comportement, c'est son accoutrement. Il a un style totalement démodé. Très clairement, il faut le dire, hein, il est habillé comme nos grands-parents, tu vois. Sauf que Ok. ce qui est assez paradoxal, c'est que le monsieur a l'air assez jeune. On lui donne à peu près la trentaine. Et les vêtements, qui sont certes démodés, ils semblent relativement neufs, en fait. C'est ça qui est assez troublant, donc on se dit, bon... Donc le mec est totalement déboussolé, et on lui demande si ça va, etc. Et puis, c'est un peu comme s'il était apeuré, il ne comprenait pas ce qui se passait, bref. Il y a 2 policiers, donc il y a des passants qui vont aller alerter 2 policiers, qui vont venir lui parler. Le mec va un peu bafouiller, va plus savoir où il est, mais il va finir par leur dire qu'il recherche la rue Pachanaya. Du coup, les policiers, Ok. comme ça, tu vois, ils disent, rue Pachanaya, ça nous dit rien, bref. Donc 2006, à l'époque, on n'avait pas les smartphones, trucs comme ça, mais les policiers vont se débrouiller, je sais pas, dans leur voiture, je sais pas où exactement, mais ils vont trouver une carte, puis ils vont lui dire, ça se trouve bien à Kiev. Puis le monsieur, il dit, oui, à Kiev, la rue Pachanaya. Et ils lui tendent le plan, ils disent, c'est où? Et le monsieur va leur montrer un endroit sur la carte. Sauf qu'en regardant sur la carte à l'endroit où il montre, en fait, on se rend compte, il n'y a pas cette rue, elle n'est pas là. Les policiers sont, c'est quand même bizarre, venez avec nous, montez dans la voiture, on va y aller, et on verra bien.
En arrivant à l'endroit que le mec indiquait, en fait, il y a une décharge. Il n'y a rien, c'est une décharge. Le monsieur semble complètement déboussolé, complètement perdu, bref. Donc les policiers l'observent un petit peu. Et donc c'est un monsieur qui a un vieil appareil photo, qui pourtant en fait semble relativement neuf. C'est un ancien modèle, tu sais, on voit les vieux argentiques, tu vois, de l'époque, sauf que il semble en très très bon état. Même les policiers se disent, ça doit être assez rare, ça doit être assez cher ce truc. Le mec traîne comme ça dans la rue, tu vois, c'est voilà. Bref, il lui demande son passeport. Et là où ça va commencer à devenir troublant, c'est que le monsieur, du coup, sort un passeport, mais c'est un passeport de l'Union soviétique, et il est daté de 1956. Donc, les policiers, au début, ils croient à une blague, ils disent, qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Ils regardent, donc le monsieur s'appellerait Sergueï Ponomarenko, Sergueï Ponomarenko, et il serait né à Kiev en 1932. C'est-à-dire qu'il aurait 74 ans. Parce que les policiers le voient et le mec, il a la trentaine, quoi. Donc il lui demande vous pensez qu'on est quel jour, monsieur? Puis il dit on est le 23 avril. Les policiers font oui, on est le 23 avril, mais de quelle année? Et là il dit 23 avril 1958. J'ai 26 ans. Donc là les policiers font arrêtez de vous payer notre tête. C'est pas drôle, si c'est une blague, c'est absolument pas drôle. Et puis le monsieur, il est complètement déboussolé. Il fait, si, moi je vous jure, si, c'est... Bref. Les policiers vont l'amener au poste. Le monsieur va maintenir sa version, et donc ils vont lui dire, écoute, c'est soit on t'enferme en garde à vue, etc., pour trouble à l'ordre public, soit il y a un hôpital psychiatrique, tu vas aller faire un tour là-bas pour avoir un diagnostic, en fait, parce que si tu nous dis que c'est pas une blague que tu es en train de nous faire, on est désolé, mais... t'as peut-être un petit problème en fait, tu vois. Donc il va rentrer, il va décider de son propre chef d'aller à cet hôpital, donc un hôpital très réputé à Kiev, et il va être reçu par le psy tout aussi réputé Pablo Koutriro. Désolé si je prononce mal les noms. Et c'est là que cette affaire va avoir un retentissement quasiment mondial. Pour ça, je sais même pas si t'en as pas déjà entendu parler. Mais en gros, c'est là où ça va vraiment faire le buzz, notamment du coup dans les années qui vont suivre 2006, parce que quand il va rentrer dans cet hôpital psy, en fait, tout va être filmé. Donc au-delà du témoignage, de cette histoire qu'on nous raconte, en fait, il y a carrément les images, on va dire, des séances que le psy a filmées avec ce mec. Donc ce mec, on peut le voir, c'est très facilement trouvable sur Internet, on le voit pendant qu'il parle avec le psy, qui lui explique un peu tout son truc. Et en gros, voilà, il va se sentir un peu plus en confiance avec ce psy, il a eu le temps de reprendre un peu ses esprits, et il va expliquer que voilà, c'est un grand passionné de photos, il a cet appareil photo depuis 2-3 ans, et il prend beaucoup de photos, et puis là, un jour, il a pris des photos, il sortait pour prendre des photos, et en fait, dans le ciel, il va apercevoir une sorte de forme, un objet vraiment qui était en train de voler dans le ciel, et il s'est dit en fait il faut que je le prenne en photo, c'est complètement sensationnel, je sais pas ce que c'est. Il va le prendre en photo, et quand le flash va se déclencher, hop, il va se retrouver à notre époque sans savoir pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé. Et lui il dit voilà, j'ai que ça comme explication, je peux pas vous dire mieux, voilà. Le psy en fait bien sûr, va avoir beaucoup de mal à le croire. Il va même dire qu'il s'est peut-être passé quelque chose, et des fois, il y a des gens qui inventent des histoires farfelues pour cacher un trauma, et que peut-être que même il y croit réellement, mais que c'est pour se protéger, c'est son cerveau, c'est une sorte de mécanisme de défense. Il reste toujours la possibilité que ce soit une immense blague, mais on se dit, le mec va très très loin. Heureusement, ce psy est assez réputé, il a beaucoup de contacts, et il connaît notamment un expert photo qui travaille pas très loin de son cabinet, et il va lui demander en fait une expertise donc, de l'appareil photo que le monsieur a, pour savoir un peu ce qui se passe. Voilà. Donc déjà, l'expert photo, donc, il s'appelle Vadim Poichren. Pareil, vous m'excusez. Okay, ça voilà. me dit quelque chose. Ah ouais, ok. Ça me dit... Non, pas du tout. Le mec, je connais tous les experts ukrainiens. Mais bref, il va déjà analyser l'appareil photo en disant que c'est un Yashica Flex, c'est un argentique qui a été produit jusque dans les années 70. C'est-à-dire que cet appareil photo a au moins 36 ans. S'il a été vraiment... Voilà. Donc il dit déjà,
il est dans un état complètement fou pour un truc qui a 36 ans. Le truc encore plus fou, c'est que la pellicule a été produite en 1956. Et elle est pourtant quasi neuve. Et c'est quasiment improbable. Même dans un état de conservation totale, c'est fou. C'est complètement dingue. Bref. C'est un délire, cette C'est histoire. un vrai délire. Il y a un vrai mystère, je te dis, c'est vraiment très troublant. Et du coup, cet expert photo va développer les photos. Il dit que c'est très compliqué parce que du coup, ça utilise une technologie qu'on ne produit plus aujourd'hui. Donc, c'est très compliqué à développer, mais il va réussir. Il va développer donc plusieurs photos qu'il a prises. On va découvrir des photos de Kiev, mais on reconnaît que c'est le Kiev d'il y a plusieurs années. Il y a des bâtiments qui ne sont pas encore construits, il y a des calèches dans les rues, et ça sort directement de la pellicule de l'appareil photo. Hein. T'imagines le délire. Encore plus troublant, c'est qu'après, il y a des photos en fait, qui vont montrer un couple, et sur ce couple, on reconnaît totalement ce fameux Sergueï avec une femme. Et c'est dans la continuité, sur la même pellicule que les photos de Kiev de 1956, etc. Tu vois. Donc là, c'est vraiment perturbant. Donc là, les policiers commencent même à se dire, mais en fait, c'est un énorme canular. On est face à un descendant, et le mec utilise des vieilles photos de son grand-père, il se ressemble vachement, bref. Il s'est fait un costume avec exactement les... Enfin, c'est quoi ce délire, tu vois. Mais bon, c'est très perturbant, tout le monde est un peu perplexe. Sergueï, en fait, va rester, on va dire, enfermé pendant 3 jours dans cet hôpital psychiatrique, dans une chambre avec des barreaux, tout ça. Sauf que du jour au lendemain, au bout de 3 jours, Sergueï va disparaître. Mais non. Et là, il y a des caméras partout. On voit très bien Sergueï rentrer dans sa chambre et on le voit jamais ressortir. Donc là, voilà. Là, cette affaire, je t'ai dit que c'est perturbant. Et bref, l'affaire ne s'arrête pas là. C'est bien plus compliqué que ça encore. Parce que la police, du coup, va quand même se dire, bon, le mec a disparu. On va quand même essayer de faire des recherches. Mais il y a des fenêtres dans sa... Ouais, mais avec sa des barreaux. pièce. Avec des barreaux. Et les barreaux sont pas endommagés, il n'y a rien, quoi. Il a tout simplement disparu. Donc pareil, on commence avec toutes les théories. Est-ce que il s'est pas fait aider? Est-ce qu'il n'a pas été exfiltré par des membres du gouvernement? Est-ce que tous les fantasmes, toutes les théories débarquent, voilà. Ce qui va se passer, c'est que la police va continuer à enquêter sur lui. Tout simplement, ils vont regarder dans leur dossier, est-ce qu'il n'y a pas un Sergueï Ponomarenko qui existe? Et ils vont trouver un Sergueï Ponomarenko. Sauf que, en plus, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un Sergueï, il est connu de leur fichier parce que c'est une personne disparue en 1978. Déjà, disparu, tu dis, bon, le mec disait qu'il venait de 1958, là c'est 1978 cette disparition. Et bref, c'est quand même particulier. Pile poil, il y a un mec qui débarque et puis il y a un mec qui est disparu. Enfin, on va quand même aller interroger sa famille pour voir, voilà. Donc ils arrivent donc à l'ancien appart où habitait ce Sergueï Ponomarenko. Ils frappent à la porte et il y a une femme qui va leur ouvrir. Cette femme, ils vont lui demander, est-ce que vous connaissez un Sergueï Ponomarenko, etc. Elle fait, oui, c'était mon mari, mais il est disparu en 1978, etc. Donc la police fait, ouais, on le sait, on a une photo à vous montrer. Là, ils montrent la photo du fameux couple qu'ils ont retrouvé sur les photos. Et là, la femme, d'un coup, elle paraît un peu choquée, et elle rentre à l'intérieur de son appart, elle fait, attendez, je reviens. Et quand elle revient avec une petite boîte avec des photos à l'intérieur. Elle sort les photos, et en fait, sur les photos, on reconnaît totalement, en fait, la femme, c'était elle, jeune, et on reconnaît avec elle, du coup, d'autres photos de couple qu'elle avait fait avec Sergueï à l'époque. Et elle va leur raconter qu'en fait, parce qu'ils vont lui expliquer ce qui s'est passé, en fait, et elle va être un peu sonnée, mais elle va expliquer qu'en effet, en 1958, Sergueï va disparaître pendant 3 jours. Et au bout de 3 jours, en fait, il va rentrer. Il va rentrer chez eux. Elle n'avait pas encore appelé la police. Au bout de 3 jours, elle était prête à appeler la police, mais elle ne l'a pas fait. Et au bout de 3 jours, son mari est réapparu. Il lui a dit, écoute, je peux pas t'expliquer ce qui s'est passé. Promets-moi de n'en parler à personne. T'inquiète, je te ferai plus jamais ce coup-là, mais n'en parle à personne, voilà. Donc, c'est ce qui s'est passé. Elle n'a pas posé de plus de questions, sauf qu'en 1978, il va de nouveau disparaître pour cette fois-ci ne plus jamais réapparaître.
C'est un délire. C'est un délire. C'est ça. Ça fait vraiment fiction avec une boucle temporelle. Exactement. C'est Et donc, il y a juste un autre petit truc avant de conclure cette histoire. C'est qu'elle va dire qu'elle a reçu une photo de lui plusieurs années plus tard. Une fois qu'elle avait déjà fait son deuil, etc., elle a reçu une enveloppe avec une photo à l'intérieur. Elle va montrer la photo au policier, et c'est une photo de Sergueï, mais du coup qui est plus vieux, il doit avoir 40-50 ans. Et il est en train de poster, enfin il est en train de se poser, c'est une photo de lui en fait, mais qui est posée devant une ville. Et à l'arrière, il y a marqué « J'espère que tu vas bien, ma chère Valentina. J'espère revenir bientôt. » Et sur cette photo, en fait, on reconnaît Kiev, mais avec des bâtiments qui n'existent pas, ou qui n'existent pas encore. Parce que les théories, c'est que c'est pas une photo de 1950, 1970 ou 2006, mais une photo dans le futur. C'est les dernières théories qu'on a eues avec cette photo. Et voilà, c'est ce qui a alimenté un peu tous ces fantasmes, toutes ces théories autour de ce fait divers. Voilà. Et là, on n'en sait pas plus, quoi. Ça s'arrête là, quoi. C'est la fin de l'histoire. Eh ben non, c'est pas totalement la fin. La fin de cette histoire. Mais c'est que c'est totalement faux. C'est totalement une légende urbaine. Mais non. Je viens de te casser. Ah ouais, quelle déception. Donc voilà, c'est totalement une légende urbaine qui a été publiée en fait dans une émission ukrainienne en 2012. Voilà, c'est une émission qui faisait plein de petites fictions sur les légendes urbaines, sur les ovnis. Voilà, il y avait plein d'épisodes chaque épisode traitait d'un sujet en particulier. Et il y a un épisode qui traitait de ça, donc les images qu'on voit de lui, qui existent vraiment, hein, pour le coup, dans les hôpitaux psychiatriques et tout, c'est des acteurs qui ont tourné les trucs, il y a... Ah ouais, donc tu peux vraiment aller voir les vidéos. Mais elle existe vraiment, et du coup, en fait, okay. Ça a été sorti en 2012, ça, sur la télé ukrainienne, sauf que pour le coup, ça a dépassé la fiction, c'est que c'était les débuts de YouTube, tout ça, et ça a vraiment débordé, et il y a beaucoup de gens qui ont cru que c'était une vraie histoire. Il y a eu plein de vidéos qui présentaient ça comme une vraie histoire, alors que c'est totalement faux quand tu remontes aux sources, etc. Mais du coup, la légende urbaine est devenue une vraie légende, enfin la légende urbaine qui a servi de base à cette fiction, finalement est devenue à son tour une légende urbaine d'internet, avec des vidéos, avec des témoignages, alors que tout est absolument faux, tout est fictif. Et du coup, j'ai trouvé cette histoire incroyable, et c'est pour ça que je voulais te la raconter, comme si c'était vraiment, j'avais des preuves, hein. Vraiment, j'ai fait mes recherches, parce que j'avais envie que tu y crois, que tu aies vraiment le doute, tu vois. Et c'est énorme, j'étais dedans. Ouais, dedans. Moi aussi. J'avoue que l'histoire est fascinante. Il y a beaucoup d'histoires avec des voyageurs du futur comme ça. Il y avait une photo là qui traînait avec quelqu'un avec des lunettes de soleil, des trucs comme ça. Ouais, voilà. Comme ça, ouais. Qui a un appareil photo qui est plus récent par rapport à la photo qui d'ailleurs, c'était un match. Je crois que cette photo-là, elle date de. C'était un match de boxe entre Mohamed Ali ou je sais plus quoi, où tu vois un mec avec un iPhone dans le public en train de filmer le match. Et du coup, ça aussi, ça a été débunké, parce que comme ça, on dirait un iPhone, sauf qu'en fait, c'est un vieux modèle de caméscope, justement argentique de l'époque ou je sais pas quoi, qui en fait, avec le reflet de la lumière, etc., s'apparente à un iPhone, à la coque d'un iPhone, sauf que c'est pas du tout le même modèle, mais suivant l'angle de vue, ça peut faire penser. Du coup, voilà, c'est très marrant, je trouve, ces histoires de voyageurs du futur comme ça, mais celle-ci, parce que vraiment, ça aurait fait un buzz totalement mondial, parce que là, t'as vu le nombre de trucs de ouf qui s'accumulent. Mais donc voilà. C'était beau, franchement. Moi, j'étais dedans. Ouais. J'attendais la fin, que tu me dises le fin mot de l'histoire. Ouais, parce que t'en pensais quoi, du coup ? Le fin mot de l'histoire, c'est que tout est faux. Ouais. Parce que t'as douté quand même, Ouais, sur le coup, j'ai douté jusqu'à ce que les flics aillent voir sa femme, en fait. Okay. Sa femme chez lui et tout. Là, je me suis dit, mais c'est quoi le délire ? Quelle est l'explication derrière tout ça ? Parce que là, à partir de ce moment-là, tu te dis, c'est bon, en fait. Le fait que, effectivement, ça peut être un canular, que l'appareil photo, genre même c'est un mec lambda qui a trouvé un appareil photo avec des photos de Kiev qui sont encore intactes, et il fait croire à un canular parce qu'il a trouvé cet objet collector. Pourquoi pas, tu vois ?
Mais là, ça allait loin quand même, ça allait Ça plus va. loin. Tu te dis, c'est quoi le fin mot, quoi? Ça va. Et même sa disparition. Comment le mec il disparaît? Il y a des caméras partout. Le mec il rentre dans sa piole et il est plus là. Il a disparu. Non, mais j'ai adoré Non, en plus c'était cette pas histoire, mal. le fait d'utiliser les ovnis aussi, du coup. De dire qu'en fait, c'est un mec à l'époque, il a pris en photo un ovni et bam, il s'est retrouvé téléporté Oui. dans le présent. Je trouve que ça donne un côté. Moi, ça m'a. Au début, quand j'étais pas au courant de l'histoire, je suivais ça comme voilà. Et dès que ça a parlé d'ovni, j'ai fait oh putain, ça, tu sais, ça rentre dans un autre domaine, et ça mélange plusieurs mythes, on va dire, tu vois. Et j'ai fait putain. Franchement, elle est bien trouvée. Je trouve que c'est une très bonne Ouais, c'est- histoire. Ouais. Ouais, elle était, ouais, franchement, elle était bien. Enfin, ça débute très très bien. Ça débute très très bien. Et tu vois, j'ai hésité cette histoire à la mettre en horror show parce que je trouve ça, c'est mi-fascinant, c'est un peu terrifiant quand même, tu vois, mais peut-être pas assez pour un horror Ouais, show, tu vois. non, donc, ouais, c'était bien pour le story show. Parfait. C'est bien. Au contraire, moi, là, celle que je vais vous raconter, elle est un peu plus horrifique. Hein. Voilà. Ok, Voilà. ok, On se rapproche de l'horreur show pour le coup. ok. Mais ça va être très marrant, parce qu'il y a des points communs avec ton histoire. D'accord. Enfin, des points communs. Pas sur le côté voyage du futur, hein, tu vas Mhm. voir. Mais déjà, ça se passe un 23 avril. Un D'accord. 24. Non, c'était un 23. C'était un 23 aussi. Ah, non, moi c'est un 24, c'est un 24. Ah, pardon. d'accord, ok. Oui, toi, c'était un 23 et voilà. Donc ça m'a fait rire. Ça va. Et pareil, dans le même style, je vais laisser à tes soins et à vos soins de deviner si elle est vraie ou non. Ok, Parce que je vais la raconter comme un fait divers. ok. Voilà. Donc elle est fausse du coup. Ouh. Je sais rien, vas-y, raconte. Bon, allez, c'est parti. C'est l'histoire d'Issei Sagawa. Né le 24 avril 1949 à Kobe, dans une famille aisée. Fils d'un riche industriel japonais et d'une mère possessive qui le surprotégeait. Il est d'une constitution plutôt frêle, 1m52 et 35 kg. Voilà. Issei Sagawa était par contre un brillant doctorant en littérature et il a étudié donc à l'université de la Sorbonne, donc à Paris, D'accord. ce qui est plutôt pas mal. Mhm. Et ce qui se passe, c'est qu'un soir, pendant le mois de juin 1981, il invite à dîner dans son petit appartement du 16e arrondissement une étudiante néerlandaise de 24 ans, Renée Artevelt, sous le prétexte qu'un de ses professeurs lui a demandé d'enregistrer des poèmes expressionnistes allemands. Et à partir de ce moment, âme sensible s'abstenir. Voilà, je tiens à vous le dire. Qu'est-ce qui va se passer? Il invite cette femme, il va la tuer d'un coup de carabine dans la nuque, alors qu'elle lisait les poèmes à haute voix. Il a même réalisé un enregistrement audio sur lequel on peut entendre la jeune fille réciter les vers en allemand, qui sont en plus sur la mort. Puis on entend le coup de feu étouffé, parce qu'il avait mis un silencieux sur l'arme. Suivi du son de la chute de son corps sur le sol. Puis, après avoir pris des clichés de son crime, il a violé sa victime et il a décidé de s'en débarrasser. Il plaça les restes de la jeune femme dans 2 grosses valises et il se fit conduire en taxi aux abords du lac du Bois de Boulogne. Pourquoi faire? Sans doute pour se débarrasser du corps. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y a un couple de promeneurs qui va voir l'homme, donc à la silhouette frêle, pousser un caddie qu'il avait donc trouvé pour mettre les énormes valises. Donc le couple va lui demander: elles sont à vous ces valises? Étonné en fait du fait qu'ils soient un peu frêles, qu'ils soient en train de pousser ce caddie d'une manière un peu suspicieuse, on va dire. Donc surpris par le questionnement en fait du couple, il va bafouiller et il va prendre la fuite. Du coup, le couple face au caddie va appeler la police et donc la police va découvrir le macabre contenu à l'intérieur des valises. Donc, on ne sait pas pendant ce temps où il était. Cependant, plus tard, il va être arrêté lorsque des résidents de son immeuble ont découvert du sang qui coulait dans ses poubelles. Donc la police est intervenue à son domicile et c'est là qu'ils ont découvert des restes humains dans son appartement. Donc apparemment, il avait conservé quelques souvenirs. Ce qui est assez morbide. Hein. Mais l'horreur n'est pas finie. Sagawa a rapidement avoué son crime.
apparemment satisfait de l'attention que son acte atroce lui avait apporté. Il avait gardé des morceaux de la victime, et c'était pas pour rien, c'était pour les consommer, crus ou cuits, durant 3 jours. Putain. Donc ils ont vu ça dans le frigo. Segawa déclara aux policiers de la brigade criminelle de Paris: « Si j'avais eu un congélateur, vous ne m'auriez pas retrouvé. » Et revendique son acte qu'il considère comme un acte artistique. Donc on voit que le mec n'a aucune culpabilité. Et le traitement judiciaire de l'affaire va être réellement troublant. Il y a des experts psychiatres qui vont conclure à son irresponsabilité pénale, mais recommandent tout de même son internement, parce qu'il est extrêmement dangereux. Et le juge d'instruction, Jean-Louis Bruguière, se range à l'avis des experts, et il prononce un non-lieu au titre de l'article 625 du Code de procédure pénale. Sagawa est donc interné 1 an à l'unité pour maladies difficiles de Villejuif, avant d'être transféré au Japon, où ses parents le placent dans un hôpital psychiatrique, Matsasuwa de Tokyo, le 21 mai 1984. Et c'est là qu'un nouveau collège d'experts japonais va le déclarer responsable de ses actes. Mais le non-lieu prononcé en France a un caractère définitif, et interdit donc aux autorités japonaises de le juger. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que Sagawa est libéré. Il bénéficie donc d'une des règles de droit international favorables aux prévenus et est libéré le 13 août 1985. Et donc il est libéré après même pas 4 ans d'incarcération. Alors qu'il a tué une jeune femme, il l'a découpée en morceaux, il a essayé de cacher, comme vous l'avez compris, et c'était pour la dévorer. Mais cela est pire encore. Dans les années 70, il avait déjà des fantasmes cannibales sur des jeunes femmes blanches, surtout blondes. Il tente de tuer une étudiante allemande au Japon en 1972. Et il est alors accusé de tentative de viol et de meurtre. Mais la victime accepte de retirer la plainte. Pourquoi? Parce qu'il y a un dédommagement financé par son père, ce qui permet, selon la loi japonaise, d'arrêter les poursuites. C'est-à-dire que son père, qui a énormément d'argent, a fait taire un peu la victime, quoi. Et du coup, cette affaire, on n'a pas du tout entendu parler, quoi. Quand il est venu en France, la France n'était pas au courant, en fait, de son passé judiciaire. Oui, bien sûr. Ouais. Lui qui n'en a pas eu, presque, quasiment. Son fils ayant obtenu justement une maîtrise en littérature à l'université d'Osaka, le père a décidé d'envoyer justement étudier à la littérature comparée à Paris, en France, en 1980. Donc revenant à 1988. Après sa libération, Sagawa, c'est là que ça devient de plus en plus morbide, c'est devenu une célébrité. Donc une célébrité déviante. Mais il est apparu dans les médias japonais. Il a même écrit des livres, pas mal de livres. Ouais. Il a donné des interviews. Il a même apparu dans des documentaires. Et pire encore, certains films pornographiques se sont même inspirés de son histoire. Justement avec des néerlandaises, avec... alors je pense pas qu'ils ont poussé le bouchon du cannibalisme, mais il y a aussi eu des pubs avec donc Sagawa, des pubs de viande, sur la viande rouge. Mais quelle horreur. Oh, le mauvais goût, quoi. Ouais, c'est un délire. C'est un délire. Donc évidemment, cette notoriété a soulevé des questions troublantes sur la manière dont la société et les médias peuvent parfois glorifier les actes criminels les plus horribles, parce que là, c'est quand même un mec qui est assez loin. Bref, du coup, ça a fait débat pendant pas mal de moments, mais il est resté libre, il a vendu des bouquins, et il est mort le 24 novembre 2022. Donc c'est pas si vieux. Bon débarras. Bon débarras, oui, c'est clair. Voilà. Et d'ailleurs, et c'est une question en fait qu'on a déjà soulevée sur d'autres faits divers, est-ce que j'aurais dû raconter cette histoire? Parce que je lui fais de la pub. Mais est-ce que cette histoire est vraie? Mais bien sûr qu'elle est vraie. Là, je sais pas pourquoi tu as posé la question. Le mec, je sais pas combien de détails de ouf. Puis pour le coup, j'ai déjà entendu parler de cette histoire. Ouais. Le truc, moi, qui m'avait beaucoup touché dans cette histoire,
C'est que c'était un jeune étudiant qui était très mal à l'aise socialement. Et il était un peu moqué même dans l'école à laquelle il était, parce que voilà. Et la néerlandaise qui a fait ses devoirs avec lui, en fait, était une des seules à le soutenir. Et c'est pour ça qu'elle a accepté de venir chez lui et tout, parce que justement, il lui faisait de la peine, elle l'a soutenu, et lui, il a fait ça. C'est... Je sais même pas ce qui se passe dans la tête du mec, et au contraire, lui, tu sais, ça a dû le glorifier justement, le fait qu'elle prenne son soutien, bah, ça l'a grandi, et lui limite dans sa tête de psychopathe, c'était encore mieux, c'était son œuvre d'art, mais elle limite elle devrait être contente d'être son œuvre d'art, tu vois. Enfin bref, c'est un délire complètement taré, et aussi bah, du coup oui, ça avait fait polémique parce que bah, le papa était très riche, et que c'était peut-être une des raisons pour lesquelles il y avait eu toutes ces manigances, on va dire, de la justice pour trouver des failles pour le rapatrier au Japon, tout en sachant qu'au Japon, sa révision de maladie mentale serait révisée parce que le mec a de la thune là-bas. Enfin bref, il y avait tout un délire, il n'y a jamais eu aucune preuve bien entendu, mais bon, ça avait fait pas mal polémique à ce moment-là. Mais donc ouais, histoire horrible, en tout cas tu l'as très très bien raconté, je trouve. On sentait un peu ton horreur dans le discours, j'ai bien aimé. Et ça, c'est une histoire... Ça fait un moment. Et voilà, justement, c'était une histoire que j'avais... avec les informations que j'ai trouvées, je l'ai réécrite pour essayer de la raconter en fait pour l'horreur show, mais je trouvais que c'était pas forcément effrayant. Ouais. Si, c'est effrayant, mais c'est plus horrible en fait. C'est tous ces événements en fait, le fait que déjà le crime en lui-même et le fait qu'après il soit libre. Je me suis dit, peut-être que story shit, ça peut être assez intéressant. Parce que... Ça, c'est toujours le débat. Hein. Ça, on l'a vu pas mal, même en France, hein, quand il y avait des terroristes, enfin les anciens terroristes qui arrivaient sur les plateaux de télé, des anciens trafiquants de drogue ou des anciens escrocs qu'on voit aujourd'hui à la télé et qu'on les imite, les glorifie, c'est les Rocancourt, tout ça. Ils ont des vies fascinantes, mais c'est fascinant dans le crime. Ils ont extorqué des gens, c'est toujours le grand débat parce que il y a un côté fascinant et si personne ne regardait, il passerait pas à la télé. Donc tu vois, c'est un propre miroir, c'est qu'on se met devant la tête. Tout le monde va dire que c'est n'importe quoi de les voir à la télé et beaucoup de gens vont regarder. Donc voilà. Ouais, c'est pour ça que je posais cette question à la fin. Je trouve que c'est horrible qu'il ait été médiatisé et tout, mais du coup là, toi-même, oui, c'est ça. Je le médiatise, ouais. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de jugement, c'est juste un constat, mais voilà, ça nous interroge et c'est vrai que c'est bien ces histoires pour nous interroger sur nous-mêmes, tu vois. Donc très bonne histoire. Ouais. Très, très bonne histoire. Et petite info que j'ai vue, mais je l'avais pas écrite, mais je m'en souviens, c'est que donc son père avait beaucoup d'argent et sa mère l'a surprotégé parce que il a eu une grave maladie en fait étant petit, de ce que j'ai compris. Et cette grave maladie aurait pu le tuer. Ça n'a pas été le cas, mais ça aurait pu avoir un impact en fait sur ses schémas, ses schémas neuronaux. Voilà, si je peux dire ça comme ça. Et c'est ça qui peut-être aurait fait qu'il ait eu des déviances un peu bizarres et qu'il est passé à l'acte. Et puis même, après, ça peut être une des explications pourquoi ses parents sont peut-être un peu aveuglés. C'est leur fils qui a eu des problèmes et qui du coup, il faut, tu vois, il est malade. Il faut essayer de le protéger. Ouais, voilà. Et du coup, peut-être qu'il s'aveugle un petit peu, ou peut-être c'est une histoire de réputation aussi. Enfin, il y a tout. Je me rappelle qu'il y avait eu plein de débats à l'époque à ce sujet-là. Et bref, passons à mon histoire qui est justement, punaise, ça va coller à fond à cette histoire. Non mais c'est un truc horrible. Comme on vous le dit, à chaque fois on se fait des surprises et il est pas au courant des histoires que je vais faire, je suis pas au courant desquelles il va faire. Mais là, ça va vraiment coller. Pourquoi ? Ok. Tout simplement parce que mon histoire, donc c'est un paragraphe d'un livre que je vais vous lire. Et c'est un chapitre d'un livre, je vous en parle après bien entendu. Mais le titre de ce chapitre s'appelle « Pardonner aux méchants ». Voilà. Ok. C'est vrai que c'est ouf, mais ça correspond totalement. C'est même pas fait exprès. C'est ça. Donc c'est parti. J'ai remarqué que la plupart des gens qui ne reconnaissent pas leurs erreurs le font parce qu'ils ont peur de paraître faibles. En réalité, c'est cette même faiblesse qui fait qu'ils craignent de regarder leurs erreurs en face, car ils redoutent l'image que cela donnerait d'eux. Ils ont mis leur estime et leur confiance d'eux-mêmes dans le fait de ne pas faire d'erreurs. Ils se définissent donc par ce qu'ils font. C'est un tort. Ce sont souvent les mêmes qui ne demandent jamais pardon. Si on les pardonne quand même, notre sagesse fera gagner du temps à tout le monde.
On réalise alors que le pardon sincère est une véritable libération et un soulagement. Mais comment réussir à pardonner ? Un bon début, c'est de se rendre compte que personne n'est véritablement méchant. Dans un enregistrement audio que l'on peut réécouter dans les Chemins de la philosophie de France Culture, Vladimir Jankélévitch nous le dit la chose suivante. Lorsqu'on a épuisé toutes les explications du comportement de quelqu'un et qu'on voit que ce comportement ne s'explique ni par l'absence de lucidité, il est au contraire parfaitement lucide, ni par l'hérédité, son hérédité est intacte, ni par sa santé est très bonne, ni par ses nerfs, il n'a jamais été soigné pour ses nerfs, il ne souffre d'aucune affection pathologique ni autre, ni par quoi que ce soit d'autre, eh bien ce comportement ne peut s'expliquer que par la méchanceté. La méchanceté est une limite, au sens phénoménologique du mot, c'est-à-dire qu'elle n'est pas palpable. Rien dans la méchanceté n'est positivement méchant, et pourtant cet homme est méchant. Donc, pour Jankélévitch, la méchanceté, c'est ce qu'on dit de l'autre quand on ne sait plus quoi dire. C'est pour ça qu'il dit que c'est une limite en fait. C'est comme lorsque des enfants disent à leurs parents « T'es méchant !» quand ils font face à un refus ou une contrainte. Ils arrivent à une limite dans les explications possibles au comportement du parent. Et ça peut arriver aussi aux adultes. Je me souviens qu'à plusieurs reprises, une ancienne petite amie m'a dit « Tu es méchant » parce que je ne voulais pas aller à une soirée organisée par l'un de ses amis. Elle n'acceptait pas que je ne veuille pas me forcer à aller à cette soirée. Elle savait que je ne suis ni stupide ni névrosé et elle ne comprenait pas mes raisons, donc elle en est arrivée à une limite, je suis méchant. Ça devient la seule explication. Si une ancienne petite amie lit ce passage, c'est un exemple arbitraire, je ne suis même pas sûr que ce soit arrivé tel quel que je le décris. En revanche, je veux bien récupérer ma GameCube, que tu as encore si possible. Les méchants sont désignés ainsi, soit parce que c'est plus simple, soit parce qu'on n'a pas toutes les explications, soit parce qu'on ne les trouve pas, et qu'on ne sait pas comment expliquer ce qui se passe. Finalement, dire que quelqu'un est méchant, c'est renoncer à comprendre. C'est un aveu de faiblesse de la pensée. Le père de la philosophie, Socrate, était d'accord avec ce constat. Il disait que nul n'est méchant volontairement. Il opposait donc le mal d'un côté et la volonté de l'autre. La volonté ne peut pas vouloir le mal. Ce qui veut dire que si l'on souhaite quelque chose qui est mal, c'est que l'on se trompe. C'est que l'on souhaite mal. Pour lui, on veut toujours ce qu'on pense être bien, et donc personne ne souhaite le mal pour quiconque, ni même pour soi. Si on fait le mal, c'est par erreur, c'est par ignorance. Ainsi, pour Socrate, le premier des mots, c'est l'ignorance. Et le pire des mots, d'ailleurs, c'est ignorer le fait qu'on soit ignorant. J'ai pu remarquer aussi que l'une des origines de la méchanceté était souvent la souffrance, sous toutes ses formes. Le manque, la peur, toute situation qui nous fait souffrir et qui nous pousse à nous diriger vers cette méchanceté, ce que Kant appelle le penchant au mal. Il formule cette phrase. La majesté du devoir n'a rien à faire avec la jouissance de la vie. Elle signifie notamment que la méchanceté trouve souvent son origine dans la souffrance, car il est plus difficile pour une personne souffrante de résister à la satisfaction de ses désirs, ce qui peut donc la conduire à ne pas suivre la loi morale. Pour expliquer la citation, en gros, si on veut pousser notre volonté à suivre la loi morale, la majesté du devoir, on ne peut le faire qu'en se rendant indépendant de nos tendances naturelles qui nous poussent à la satisfaction de nos désirs. Donc forcément, lorsqu'une personne est déjà dans une situation de souffrance, il est d'autant plus difficile de se détourner de la satisfaction de ses désirs et donc de la jouissance de la vie, ce qui la pousse parfois à ne pas suivre la loi morale. Donc si on juge les autres comme méchants à notre égard, pour réussir à pardonner, il faut réaliser que c'est l'ignorance et la souffrance qui les ont poussés à agir ainsi, et que nul ne fait le mal s'il est comblé de connaissances et d'amour. On remarque alors que les personnes qui sont les plus difficiles à aimer sont celles qui en ont le plus besoin. Dès lors, on peut ressentir de la bienveillance, et pardonner devient beaucoup plus facile. Cependant, il me paraît important de préciser que pardonner n'est pas synonyme de laisser faire ou d'accepter. On peut tout à fait pardonner une personne tout en décidant d'arrêter de la fréquenter. Ce qu'on vient de dire sur la méchanceté n'enlève en rien la responsabilité qu'une personne a de ses actes. Point. Donc voilà, c'est un paragraphe qui est assez long, je ne sais pas si c'est très facile de tout enregistrer en une écoute, et c'est pour ça que je vais vous conseiller le livre duquel ce texte est sorti. C'est le livre de Cyrus North, notre petit confrère podcasteur et youtubeur qui a sorti un livre très récemment qui s'appelle Le Code, que j'ai acheté,
que je trouve vraiment très très bon. Et il y a pas mal de paragraphes comme ça, en gros, il réfléchit sur pas mal de notions sur le bonheur, en règle générale. Et j'ai beaucoup aimé ce paragraphe. Ça, on en parle souvent, je trouve, de réfléchir justement, comme on fait des émissions faits divers, tout ça, on est amené en fait à discuter de ce genre de sujet. Et je trouve que ce paragraphe en fait est très très vrai. Et très intéressant, donc je vous invite même à le réécouter ou à lire le livre bien entendu pour essayer de méditer là-dessus. Et moi je sais que c'est un paragraphe qui m'a fait du bien et qui même a posé en fait des pensées que j'ai déjà de base je pense, mais c'est très agréable en fait de les poser sur papier, bien écrites, de manière ordonnée, parce que des fois c'est ça aussi, c'est qu'on a des pensées dans la tête, on ressent des choses mais on a du mal à les exprimer. Et ce livre globalement, c'est à ça qui m'a servi, je trouve. C'est que la plupart des choses, je les pensais déjà, j'ai pas appris grand-chose, mais il a réussi à les ordonner pour que tout soit un peu plus clair dans ma tête. Et donc voilà. Voilà, je sais pas ce que tu as pensé de ce petit paragraphe. Oui, si, c'est très intéressant. C'est très intéressant, ça rejoint souvent tout le cœur de notre émission, au-delà en fait du story show, toutes les œuvres cinématographiques dont on parle. On essaie souvent en fait d'en parler pour en faire sortir que du bien. Et je trouve que c'est intéressant en fait de pas nier non plus ce qui est mauvais dans la vie. On est toujours là à être positif, ce qui est bien. Moi je pense qu'il faut être positif. Et d'ailleurs moi je vais partir sur un conte après, et je le dis maintenant parce que ça va être un peu en rapport avec ce que je vais dire, et je trouve en rapport avec ce que tu as cité là. C'est le fait que c'est bien en fait d'être bienveillant envers tout pour justement inspirer cette bienveillance. Et se dire en fait que le mal, c'est pas juste le mal, c'est que c'est une personne qui souffre, te permet d'être plus tolérant envers quelqu'un qui te semble méchant instinctivement. Tu dis celle-ci elle est méchante, et basta. Et quand tu y réfléchis à travers justement le texte que tu as cité, et que tu te dis bah non en fait non, c'est pas ça, peut-être qu'il ignore ceci, peut-être qu'il souffre de cela, peut-être que tu réfléchis en fait au pourquoi du comment, bah déjà ça peut te permettre d'être plus bienveillant envers cette personne, parce que si tu le catégorises dans le camp des méchants, bah forcément ok c'est un méchant, bah basta quoi. C'est ça, et puis d'un côté en plus, juste de catégoriser comme quelqu'un de méchant sans réfléchir, voilà, c'est ne pas comprendre la véritable raison, et donc potentiellement en fait ne pas comprendre les prochaines personnes qui vont en fait passer par les mêmes choses et du coup potentiellement reproduire les mêmes actes que tu considères juste comme méchants, mais aussi tout simplement en termes de bien-être personnel, vivre dans cette rancœur, dans cette colère, toi, ça va te bouffer de l'intérieur. Donc, de base, ça ne te sert à rien, en fait. Et je trouve que c'est une bonne manière, cette réflexion, de justement s'apaiser soi-même, voir le côté, juste d'un côté ultra égoïste, presque, pour ton bien-être à toi. Je trouve que ça fait du bien, en fait, de relativiser les choses. Il se fait tard, les gars. Et du coup, moi, je trouve que ça fait du bien en fait de penser comme ça, et en même temps je suis totalement d'accord sur dire que c'est un échec de la pensée et que souvent en fait on a la flemme d'aller voir plus loin. On préfère, de toute façon on le dit souvent, on préfère mettre les gens dans des cases très rapidement. Ça, on voit la société d'une manière très binaire quasiment, et aujourd'hui c'est terrible avec les réseaux sociaux etc, où c'est soit oui soit non, c'est soit blanc soit noir, il n'y a pas de nuance. Je trouve que ce texte en fait apporte toute la nuance nécessaire, et je trouve que c'est vraiment tous les gens qui justement basculent là-dedans. Moi je fais souvent l'analogie avec Star Wars, tu vois, avec le côté obscur, où tu vois, Anakin il met du temps à basculer, mais quand il bascule, en fait il plonge d'un coup dans le côté obscur, parce que c'est la facilité. C'est une fois que tu bascules de ce côté-là, c'est beaucoup plus facile, le monde est beaucoup plus simple finalement, mais c'est pas le monde en fait, c'est le côté obscur. Et du coup, je trouve que c'est un peu pareil. C'est qu'à un moment, en fait, t'essayes de réfléchir, t'essayes de tout le temps ne pas faire d'amalgame, ne pas faire de trucs comme ça, tu vois. Mais c'est un effort, en fait, que tu demandes à ton cerveau. Et le jour, où tu décides d'arrêter de faire cet effort, pour moi, c'est là que tu commences à te tromper. Mais pour toi, ça peut être une facilité de l'esprit. Et comme il dit dans le texte, c'est un peu une faiblesse de la pensée, quoi. C'est un échec de la pensée, quoi. Donc, voilà. Du coup, par rapport à ce que tu dis, j'hésite. Parce que, alors déjà, un truc, parce que en fait, soit
En fait, mince, j'ai les 2 trucs que je veux faire, ils sont en rapport avec tout ce qu'on vient de dire. Non, je vais rester sur le conte. Okay. Je dis ça parce que j'ai moi aussi, et d'ailleurs je trouve ça super intéressant, même pour les prochains story shows. Ouais. J'ai pris moi aussi l'extrait d'un livre. Ok. Ah bah ça, c'est un pour ça extrait moi, d'un livre. Ce qu'on a dit Qui pour les rejoint story ce que tu shows, dis là. les story shows, c'est comme on vous a dit, on vous prend totalement par surprise. Ça peut être des histoires ou des textes ou des poésies, ou n'importe quoi. C'est des trucs qui nous ont marqués durant l'année et qui nous ont plu. Et on veut vous le partager parce qu'on trouve ça intéressant, on trouve que ça a un intérêt. Et du coup, ça peut être de tout. Hein. Et donc, on peut vous conseiller des livres par là. Et voilà. Et un dernier truc que je vais rajouter avant que tu passes à ton histoire, qui va servir pour une histoire que je vais raconter après, du coup, c'est que notamment cette culture du méchant, je trouve que c'est en partie quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans nos sociétés parce que nos sociétés en fait sont imprégnées d'anciens dogmes où il y avait le diable qui était le mal et que c'est lui qui pervertissait, tu vois, l'esprit des gens. Et du coup, on ne cherchait pas à comprendre pourquoi les gens agissaient de telle façon. On disait juste c'est le diable qui les a corrompus, tu vois. Et du coup, cette histoire, je la trouve très intéressante justement pour prendre du recul par rapport à ça et aussi pour ne pas accuser ceux qui étaient là avant nous, parce qu'en fait, ils étaient élevés dans ces dogmes-là qui font que c'est ce qu'on pensait, en fait. On cherchait même pas. Là, nous, tu vois, c'est déjà, même nous qui sont quand même beaucoup moins dans tout ça, on a du mal à lutter contre notre cerveau et les facilités de notre cerveau. Donc imagine si en plus il y avait un dogme qui te disait, réfléchis pas, hein, c'est juste le diable qui l'a perverti, c'est pour ça qu'il agit comme ça, c'est qu'il est possédé par le diable, c'est parce que, voilà, bref. Et tu verras que ça rejoindra une histoire que je vais raconter tout à l'heure, où il y a des trucs aujourd'hui qu'on trouve quasiment normaux, et qui en fait, on se rend compte que ça a des origines à cause d'un texte qui a été écrit il y a 2000 ans, ou plus même, 2500 ans, et on se rend compte que ça a encore des effets sur nos sociétés d'aujourd'hui. Mais tu le sauras tout à l'heure. C'est très intéressant. Ah, c'est le petit extrait du livre de Cyrus North. Véhicule plein de sujets. Hein. Plein de sujets. Mais j'aime beaucoup de toute façon, ce qu'il fait. Il a l'air vraiment, vraiment d'apprécier le stoïcisme. Et, c'est un livre qui tourne beaucoup. Que j'aime beaucoup. Mais même s'il remet un peu en cause certains trucs du stoïcisme à la fin de son livre, il s'en sert beaucoup. Mais je trouve que j'aime beaucoup dans son livre, c'est qu'en fait, il se sert du stoïcisme de base. Et de là, en fait, il a fait pas mal d'expériences dans sa vie. Il a lu beaucoup de philosophes. Et en fait, il mélange philosophie, stoïcisme, expérience de vie, expérience scientifique aussi. Donc, c'est vraiment un livre que je vous conseille parce que moi, j'aime bien quand on multiplie un peu les sources. Et pareil, il dit pas je tiens à détenir la vérité, c'est juste un retour d'expérience que j'ai. Après, Cyrus North, c'est un mec que j'aime beaucoup parce que dans des moments où moi j'étais un peu moins bien, je sais que ces vidéos en fait m'ont beaucoup aidé à réfléchir sur moi-même, à réfléchir même au monde, etc. Et donc voilà, j'avais envie d'apporter mon soutien. Voilà. On le fait pas souvent, mais c'est vrai que c'est beau. Je trouve, au lieu d'acheter, toi, des petits widgets ou des vêtements d'un youtubeur qui sort ça vraiment juste pour faire du fric, là, je trouve que n'hésitez pas à aller acheter son livre parce que je trouve qu'il y a un vrai travail derrière. Je trouve, globalement, tout ce qu'il dit dans son livre, je pense que tu peux le retrouver sur sa chaîne YouTube de manière gratuite dans ses vidéos. Mais là, c'est. Ouais, là, il a tout condensé. Ouais, il a tout condensé et c'est vraiment quali, quoi, voilà. Donc voilà. Ok, c'est beau. Bah allez, on va continuer après ce petit aparté qui est plus long que petit. Je me resserre du thé du coup. Vas-y, je t'en prie. Du thé, c'est du thé au houblon. Je sais pas si tu connais. Ouais, il est frais, non? Ouais, il est frais et triple carmélite abbaye de Vauclair. C'est un thé, voilà. Moi, je suis au sirop de cassis. Oui, on l'a même pas dit. On aurait dû le dire en début d'émission. C'est que tu viens de passer un des pires Noëls de ta vie. Il faut le dire. Ouais. T'as eu une grippe. Alors, c'était pas le Covid, mais c'était juste une grippe. Et t'as été couché pendant une semaine. Ah, ben franchement, j'ai eu le Covid. Bon, alors j'étais vacciné contre le Covid. Oui, il y a longtemps que t'avais eu le Covid à l'époque. Enfin, voilà. Ouais. Mais là, la grippe. Là, c'est la vraie grippe. Ça fait longtemps que j'avais pas été malade comme ça. Franchement, là j'ai encore du mal à manger, donc alors que ça fait. Et du coup, il ne boit pas ce soir. Et voilà, c'est impossible. Donc c'est sympa. Je me vaccinerai contre la grippe aussi. Hein. C'est décidé. Voilà, je l'annonce. Bon, allez, c'est parti. Maintenant,
on passe au conte. Donc là, ça sera beaucoup plus positif. Hein. Vous inquiétez pas, hein, j'arrête les faits divers horribles. N'importe. Hein. Enfin, j'ai dit ça. Peut-être pas. Allez, c'est parti. Le sage et le jardinier. Il était une fois un sage, qui vivait au cœur d'une vaste cité. Un jour, un modeste jardinier vint à lui, cherchant justement la sagesse. Le sage lui dit : « Je vais te transmettre une leçon, mais elle réside dans le jardin que tu cultives. » Le jardinier écouta attentivement et commença à soigner son jardin avec amour. Chaque jour, il arrosait les plantes, en prenait soin et éliminait les mauvaises herbes. Son jardin prospérait. Un an plus tard, le sage demanda au jardinier de décrire son expérience. Le jardinier dit fièrement : « Mon jardin est florissant, rempli de couleurs et de vie. » Le sage sourit et dit : « Maintenant, regarde autour de toi. Observe les jardins de tes voisins. » Le jardinier se rendit compte que les autres jardins étaient en désordre, mal entretenus. Le sage expliqua : « La leçon est simple. La vraie sagesse réside dans l'attention que tu portes à ce que tu cultives. Cultive la paix, l'amour et l'harmonie dans ton jardin intérieur. Et tu verras ces qualités fleurir autour de toi. » Fin. C'est un petit conte. Ouais, ça va en complément de mon histoire. On se suit, c'est magnifique. Mais je trouve que ça rejoint un peu tout ce qu'on dit, c'est que au lieu de voir le mal chez les autres ou de chercher le mal chez les autres, Bien sûr. on a juste à être bienveillant autour de nous. Et on le voit un peu d'ailleurs, on parlait de philosophie, c'est un peu je trouve la philosophie de Confucius, donc dans le confucianisme, c'est avant tout, ça peut paraître égoïste, mais s'occuper de toi, cultiver ton toi intérieur pour te sentir bien, et ce petit bien que tu auras en toi, tu vas pouvoir le partager à tes proches, et ainsi de suite, et je pense que c'est comme ça que tu t'essaies du moins de partager en fait la bienveillance. Mais surtout, c'est très bien comme genre de message pour une émission, c'est de la bonne année, etc. Surtout dans ce moment où il y a tellement... Enfin, si tu as envie d'avoir des mauvaises nouvelles, hein, c'est très facile d'en avoir beaucoup. J'ai envie de dire comme d'habitude quasiment. J'ai l'impression qu'on dit ça tous les ans de toute façon. Donc oui. Moi c'est un truc vraiment que je pense maintenant, c'est peut-être un peu égoïste, mais finalement en fait je m'en fous de la situation du monde, etc. C'est déjà penser à vous-même, penser aux gens autour de vous, pensez à cultiver votre propre bonheur. Ça veut pas dire que pour votre propre bonheur justement il faut écraser les autres, moi pas du tout, au contraire. Vous pouvez même cultiver votre propre bonheur en faisant du bien aux autres, mais je trouve déjà faites du bien autour de vous, aux gens qui vous aiment. C'est déjà ça la base en fait. Et puis vous verrez, coupez la télé, coupez les infos, coupez-vous de toutes ces nuisances qui en fait ils font pas que nuire à vous-même, c'est vous nuisez aussi à vos proches tout autour, c'est un cercle vicieux. Coupez tout ça, vous n'êtes pas obligé d'être au courant de toutes les misères du monde, etc. Vivez déjà pour vous. Et voilà, moi c'est un truc sur lequel je travaille. Voilà, je sais que pendant quelques années j'étais à fond justement dans ces mauvaises nouvelles, etc. Et j'étais tout le temps en colère, tout le temps nerveux, tu vois. Et voilà. D'ailleurs, pour certains qui connaissent pas, pour cette nouvelle année, si justement des fois en fait on sait pas réellement quel est notre bonheur, on sait pas en fait vers où aller, on n'a pas trouvé forcément une passion qui nous anime ou des loisirs qui font que des fois on est un peu dans le doute, on se recherche, ce qui est normal hein, après on peut se rechercher à n'importe quel âge, ça c'est pas un souci. Et je trouve qu'il y a un truc qui est très intéressant, donc là je le place là parce que ça peut être utile, c'est l'ikigai. Et l'ikigai, c'est une méthode japonaise en fait, vous allez trouver facilement en fait la méthodologie à réaliser sur internet. Ça s'écrit I-K-I-G-A. J'ai l'impression que je l'ai déjà dit dans un autre story show. Ça me dit rien. Je sais pas. Peut-être pas. Mais c'est pas grave. Et du coup, ça
ça se définit par la raison de vivre. L'ikigai, c'est la raison de vivre. Et en faisant l'ikigai, vous allez rechercher en fait si dans votre métier, plus spécifiquement, qu'est-ce qui vous plaît? Est-ce que ce qui vous plaît, c'est que ça vous rapporte assez d'argent pour vivre? Ou peut-être pas. Hein. Est-ce que ça vous plaît parce que vous êtes compétent en fait dans votre métier? Ou parce que vous prenez simplement du plaisir? Ou parce que vous vous sentez utile au monde? Et ces 4 points-là, en fait, ils sont super importants. En fait, dans l'ikigai, le fait d'avoir assez d'argent pour vivre, évidemment, c'est important. Le fait de prendre du plaisir à faire ce que l'on fait, c'est tout aussi important. Le fait d'être compétent dans ce que l'on fait, c'est encore une fois tout aussi important. Et le fait de se sentir utile au monde, ça a une importance. Et l'ikigai, à travers la méthodologie que je vous laisse aller voir, je pourrais pas vous l'expliquer parce que comme ça, c'est avec des formes géométriques et tout, ça prend un petit peu de temps pour le faire. Il y a un petit brainstorming à savoir ce qui vous plaît, ce qui dans votre vie, etc. Et tout. Où on pose par écrit tout ce qu'on ressent et ça se fait sur plusieurs jours, quoi. D'accord. Bref, pour qu'à la fin, on se rapproche du ou des métiers rêvés. Et du moins, si on peut pas en faire notre métier rêvé, bah justement, des fois, on a un métier qui peut combler 2 points. Et après, en faisant du bénévolat, par exemple, je sais pas n'importe, ou en faisant un loisir, ouais, voilà, combler les 2 autres. Et comme ça, je dis pas ça en disant changer de métier, aller faire un métier passion. Non, mais par exemple, là, voilà. Je sais pas si tu en as déjà parlé en émission, mais je sais qu'on en a déjà parlé ça ensemble, hein, bien sûr. Et par exemple, vous voyez, les gens, ce podcast, c'est typiquement ça. On gagne pas notre vie avec ce podcast. On fait ça parce qu'on kiffe. Et oui, tout à fait. En fait, on a des métiers qui nous plaisent sur certains points, mais pas tous. Et en fait, ce podcast, il est là aussi pour combler des trucs. Si on pouvait vivre de ce podcast, ça serait la folie, tu vois. Ça serait très bien. Mais au final, c'est ce qu'on s'est dit. En fait, on aime faire ça. On aimerait que ça soit notre métier. Mais en fait, si c'est pas notre métier, tant pis. On aime le faire, en fait. Donc pourquoi on le ferait pas? Et puis on fait ça comme hobby. C'est pour ça qu'il n'y a pas une émission tous les jours, hein, bien sûr, parce qu'on n'a pas le temps. Mais je trouve que ça participait. Tu vois, ça allait dans cette philosophie, ce podcast. En gros, il est là pour. Oui, tout à fait. C'est juste, voilà, ça nous plaît. Ça donc n'hésitez pas. Et surtout, n'ayez pas honte de faire vos hobbies. Peu importe qu'est-ce que c'est. Ne vous sentez pas jugé par quiconque. Si vous aimez faire quelque chose, faites-le, c'est tout. Et n'hésitez pas, surtout, lancez-vous. Voilà. Oui, c'est ça, des fois. Des fois, on a peur de se lancer. C'est ça. Hein. C'est nouveau, c'est un peu inconnu. Pourtant, il y a des choses qui nous plaisent dans l'activité qu'on va faire. C'est ça. Et on prend du temps en fait à y aller, alors que des fois, il faut se lancer, il faut le faire. On se lance, ça vous plaît pas. C'est ça. Et puis on rencontre des gens. Quand on se lance enfant, on rencontre des gens qui finalement, souvent, ils ont le même parcours que toi en fait. Ils ont hésité comme toi. Est-ce que j'ai l'âge de faire encore ça? Est-ce que je sais pas. C'est toutes les questions qui nous mettent des barrières dans la tête. On se rend compte que les gens, ils ont exactement eu les mêmes barrières que toi. Et finalement, vous vous retrouvez, vous avez exactement la même passion, vous êtes là pour le même délire. Et bref, pour moi, c'est ça la vie, que c'est juste faire des choses qui nous plaisent avec des gens qui aiment la même chose. Enfin bref. C'est ça. Mais c'est pour ça, pour ceux qui savent pas trop où aller, des fois, ça peut être intéressant. Déjà, voilà, les conseils au coin du feu, c'est couper la télé, couper les infos, et après, faites cette démarche de penser à ce que vous aimez et essayer d'aller vers ce que vous aimez, en fait. Voilà. Ça paraît basique, mais en fait, c'est des trucs que moi, je me rends compte que je ne l'ai pas fait pendant une longue partie de ma vie. On est tellement dans le flux de la vie, etc., qu'on se rend même plus compte, qu'on s'oublie peut-être, tu vois. Et je suis d'accord. Et c'est un travail qu'il faut avoir l'humilité, en fait, de reconnaître ça et de faire un travail sur soi-même pour changer de direction, tu vois. Et des fois, c'est pas évident, parce qu'on a l'ego, on a tout ça, tu sais, on se dit, ouais, non, c'est bon, j'ai ma vie en main, je sais ce que je fais. Et souvent, en fait, voilà, c'est un travail à faire sur soi, mais bon. Bref. Oui, d'ailleurs, ça peut être ça, hein, de commencer une nouvelle activité, on peut se dire, non, je vais être nul. Non, c'est pas grave. C'est pareil, il faut. C'est clair. Il faut de l'humilité. Ça, c'est aussi important, je trouve, d'avoir de l'humilité et de savoir partir de zéro aussi. Ah oui, c'est clair. Bon, allez, c'était les petits conseils au coin du feu. C'est ça. C'est vraiment une belle émission de première année. Hein. C'est pour les résolutions. C'est pour les résolutions 2024. Bon, alors moi, je vais vous raconter cette fois-ci une vraie histoire vraie. Donc là, il n'y a pas de piège, il n'y a pas de... Allez, il va nous la refaire, allez. Il me connaît. Allez. Non, c'est une vraie histoire, mais que j'ai trouvée totalement mignonne, très sympathique. Okay. Et donc voilà. Donc je vais vous raconter l'histoire de Michel Folco.
c'est un écrivain français. Putain, j'ai eu peur. De quoi? Michel Fourniret. Une histoire très mignonne, vraiment. Quelle horreur. Arrête, il faut pas rire avec ce genre de sujet, je te rappelle. Oui, c'est vrai. Excusez-nous. C'est la nouvelle année. C'est... Il est con, putain. Bref. Ça ressemblait quand même. Michel Foulco. Ok, d'accord. Ah, c'est une histoire vraie, oui, putain, oui. Mais elle est pas mignonne, loin de là. Il est con, putain. Concentrons-nous. Insultez-le dans les commentaires, c'est pas possible. Allez. Ah, purée. Allez. Donc Michel Foulco, donc c'est un écrivain français qui est né à Albi le 29 septembre 1943. Donc il est connu notamment pour son premier roman qui s'appelle Dieu et nous seuls pouvons, qui a été publié en 91. Bref, je vais pas vous raconter l'histoire de ce gars-là en détail. Ce qui est juste intéressant, c'est que ce mec, il avait une passion. On ne juge pas les passions des gens, bien entendu, mais il adorait par-dessus tout se balader dans les rues de Paris, dans les centres commerciaux, dans les métros, et il adorait aller fouiller dans les poubelles des photomatons, parce que souvent, en fait, il découvrait des photos ratées des gens, et qui étaient déchirées parce qu'elles étaient ratées, et du coup, les gens reprenaient une autre, mieux, enfin bref. Et il adorait récupérer ces photos déchirées pour les reconstituer, et il avait un album où il avait plein de photos reconstituées comme ça, des photos ratées, reconstituées. Pour lui, c'était une collection comme une autre, après, hein, voilà. Donc la plupart des photos, bien sûr, elles étaient toujours, comme elles étaient ratées, elles étaient mal cadrées, inutilisables, enfin, voilà. Mais un jour, il a fait une drôle de découverte. Dans plusieurs photomatons dans lesquels il se baladait, il retrouvait des photos en très bon état, mais pourtant déchirées, d'un jeune homme. Et c'était très bizarre, parce que c'était à plusieurs endroits de Paris. Les photos, à chaque fois, elles étaient très bien. Il n'y avait aucune raison de les déchirer, en fait. Et surtout, cet homme, en fait, il était présent. Tu sais, premier photomaton, déjà, il est intrigué par la qualité de la photo, pourquoi ça a été jeté, tout ça. Deuxième photomaton, troisième, quatrième, cinquième. Il fait, c'est quoi cette histoire, quoi? Pourquoi il y a un homme qui se prend en photo et qui déchire les photos, mais dans plein de photomatons de Paris, quoi. Et c'est pas un truc qui va durer 1 ou 2 jours, ça va l'interloquer, c'est que ça va durer plusieurs mois. Voilà. Pendant plusieurs mois, il va se demander, mais c'est quoi qui fait ça? En fait, est-ce que c'est quelqu'un qui a des problèmes, peut-être psychologiques ou quoi, tu vois? Et il commence à être totalement fasciné par ce jeune homme, à se demander, mais c'est quoi son histoire? Il va fantasmer tout ça, il va fantasmer plein d'histoires, tu vois. Est-ce que c'est pas un appel à l'aide? Parce que le mec, il jette sa propre image, donc... Est-ce que c'est pas quelqu'un qui était un peu malade, qui voulait se suicider? Voilà, lui, comme c'est un écrivain, c'est quelqu'un qui a un cerveau très fertile, qui part dans plein de théories, tu vois. Bref, ça reste un mystère pendant plusieurs mois. Et pendant plusieurs mois, il va trouver ces photos assez régulièrement. Ça devient vraiment une sorte d'obsession pour lui. Mais un soir de décembre, donc il est en train de se balader, il arrive vers un photomaton... pour récupérer comme d'habitude les photos. Et là, il croise un homme. Et cet homme, il le reconnaît immédiatement. C'est l'homme des photos. Donc bien sûr, il va pas l'accoster comme ça. Je sais pas du coup qui c'est. Mais il va décider de le suivre. Et il voit l'homme rentrer dans un photomaton. Il voit le flash à l'intérieur crépiter. Il voit l'homme sortir, déchirer la photo et l'acheter dans la poubelle. Donc là, il se dit, bon, faut que j'aille lui parler, sinon je ne saurais jamais pourquoi ce mec fait ça, quoi. Il se décide d'aller lui parler. Et la réalité était beaucoup plus simple que celle envisagée par l'imagination fertile de l'artiste. L'inconnu des photomatons n'était autre que le réparateur de la société. Ainsi, après chaque intervention, il testait lui-même la machine, puis jetait le résultat, qui était forcément impeccable. Pour la petite anecdote, cette histoire a servi au réalisateur Jean-Pierre Jeunet
pour le film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, pour le personnage de Nino Quincapoix. Voilà. Pour ceux qui ont vu le film, vous avez peut-être reconnu l'histoire. Et donc voilà, c'est une petite histoire que je trouve totalement mignonne. Et c'est pour montrer la puissance de l'imaginaire, pour un truc qui, une fois que tu as la résolution de l'histoire, ça paraît totalement... bah oui, en fait, c'est logique. Mais pendant que je te racontais l'histoire et que je faisais tenir le mystère, bah, tu sais, ton cerveau, il est en train de... Attends, mais c'est quoi le dire? Alors, il n'y a rien forcément de Ouais, fou, tu sais, mais j'ai imaginé que c'était son fils D'accord. qui essayait de lui faisait je sais pas, ouais, tu parles loin. C'était du moins un de ses proches en fait qui essayait de faire un truc, mais dont il avait pas connaissance, tu sais. D'accord, Enfin, une quelqu'un qui lui personne ferait qui- passer un message ou... oui. Ouais, voilà. Mm. Et Oui, c'est ça. une personne qui connaît son hobby et qui du coup lui déchire les photos pour. Je sais pas qu'il y avait un délire du genre. Non, Ok. non, en fait c'est. Bon, c'est juste extrêmement- un réparateur, tu vois, tout Ouais, basique. c'est ça. Mais du coup, j'ai trouvé ça très fort parce que du coup, ça raconte beaucoup de choses, même sur la narration, tu vois, dans les films, etc. Avec cette création du mystère où souvent on est déçu une fois qu'on a la résolution. Et alors que des fois, bah, c'est peut-être pas plus mal de rester dans le mystère parce que on est adepte de tous les fantasmes, toutes les théories. Et tant que ça reste dans des sujets un peu fictifs, c'est tout le temps marrant. On s'en rend compte que ça déborde souvent dans la réalité, hein, bien entendu. Quand il y a du mystère sur un fait divers, ça part direct dans des fantasmes de fous. Mais voilà, je trouvais cette histoire intéressante pour ça. C'est pour montrer que sur un truc aussi banal, on pouvait partir sur des mois de mystère. Il était complètement obsédé par ces photos. Alors qu'une fois que tu découvres la vérité, bah, t'es un peu déçu même. Je sais même pas, je serais curieux d'avoir une interview du gars. T'es limite déçu parce que bah, en fait, c'est pas fou la réponse. Mais donc voilà, je trouve que cette histoire nous raconte beaucoup de choses sur nous-mêmes. Et voilà, c'est pour ça que je voulais la raconter. Ouais, t'es pas mal. Ok. Bon, bah c'est parti. Continuons sur cette belle lancée. Donc là, je vais partir justement sur l'extrait du livre, comme tu l'as fait toi précédemment. Un extrait d'un livre qui est pas anodin, hein, parce que c'est un de mes livres favoris, du moins c'est un de mes livres qui m'a fait un peu changer d'état d'esprit. Donc, Ok. que j'ai trouvé ultra intéressant, ultra pertinent, même si c'est un très très gros bouquin. Ok. Donc voilà, je vais vous citer un petit extrait. Donc, notre pensée est comme scindée en deux. Il y a le système 1, rapide, intuitif et émotionnel. Et le système 2, lent, réfléchi et logique. Et cela résume parfaitement l'idée du livre, qui se nomme d'ailleurs système 1, système 2. Et via de multiples expériences et exercices auxquels on est invité à essayer nous-mêmes, Daniel Kahneman, une des deux personnes qui a écrit le livre, expose les ravages des partis pris et autres biais cognitifs dont nous sommes les jouets. Illusion de familiarité, effet de halo, biais optimiste, effet d'ancrage, etc., etc. Il y en a un paquet. C'est pour ça que j'ai créé mon compte Instagram Oui au cerveau. C'est en partie aussi à cause de ce bouquin, hein, qui a suivi d'autres Exact. bouquins. C'est vrai. Donc voilà. Allez vous Donc abonner. Voici un petit extrait que je trouve frappant pour comprendre justement comment fonctionne notre cerveau. C'est pour ça que je voulais en parler en émission. Donc, une des principales fonctions du système 2, le lent, rappelez-vous, est de surveiller et de contrôler les pensées et les actes suggérés par le système 1. En laissant certains s'exprimer directement ou en supprimant et en modifiant d'autres. Par exemple, voici une énigme simple. N'essayez pas de la résoudre. Écoutez plutôt votre intuition. D'ailleurs, Davin, tu dois la connaître. Vas-y. Une batte et une balle coûtent 1,10 €. La batte coûte 1 € de plus que la balle. Combien coûte la balle? Un chiffre vous est sûrement venu à l'esprit. Ce chiffre est bien sûr 10 centimes. La caractéristique de cette énigme, sans difficulté, est qu'elle suscite généralement, pour la plupart des gens, faites le test, une réponse intuitive, séduisante, mais qui est fausse. Car la bonne réponse n'est pas 10 centimes. La bonne réponse, c'est 5 centimes. On peut raisonnablement estimer que la réponse intuitive est également venue à l'esprit de
tous ceux qui ont trouvé le bon chiffre. Mais ils ont réussi, justement, à résister à leur intuition, à résister au système 1. Frédéric et moi, Daniel Kahneman, entre parenthèses, avons travaillé ensemble sur une théorie du jugement fondée sur 2 systèmes. Et mon collègue s'est servi de l'énigme de la batte et de la balle pour étudier une question essentielle: dans quelle mesure le système 2 surveille-t-il étroitement les suggestions du système 1 ? Pour lui, nous connaissons un fait significatif. Sur quiconque dit que la balle coûte 10 centimes. Cette personne n'a pas vérifié activement si la réponse était correcte et son système 2 a approuvé une réponse intuitive qu'il aurait pu rejeter avec un minimum d'effort. L'incapacité à vérifier est remarquable, parce que le coût de la vérification est très faible. Quelques secondes de travail mental, le problème est d'une difficulté modérée, avec un peu de tension musculaire et de dilatation des pupilles, aurait suffi à éviter une erreur gênante. Les gens qui répondent 10 centimes semblent être d'ardents partisans de la loi du moindre effort alors ? Et ceux qui évitent cette réponse sont apparemment des cerveaux plus actifs. On se questionne. Des milliers d'étudiants ont répondu à l'énigme de la batte et de la balle. Et les résultats sont époustouflants. Plus de 50% des étudiants de Harvard et du MIT et de Princeton ont donné la mauvaise réponse. Dans des universités moins sélectives, le taux d'incapacité à vérifier dépassait les 80%. Avec le problème de la batte et de la balle, nous effleurons pour la première fois ce qui va être un thème récurrent de ce livre. Beaucoup de gens sont trop sûrs d'eux, prompts à avoir une trop grande foi dans leur intuition. Manifestement, ils considèrent l'effort cognitif comme étant au mieux légèrement désagréable et l'évitent autant que possible. Le problème de la batte et de la balle, le syllogisme sur les fleurs et le problème de Détroit et du Michigan, qui ont une chose en commun, des expériences du coup que je n'ai pas citées pour le bien de nos auditeurs, parce que ça ferait trop d'exemples. Là pour le coup je vous conseille de lire le livre. Mais pour revenir au sujet, il semble que si l'on échoue, du moins en partie, par manque de motivation ou parce que l'on n'a pas fait assez d'efforts, ça serait pas si étonnant en fait. Il y a des étudiants qui savent résoudre des problèmes beaucoup plus complexes quand ils ne sont pas tentés d'accepter une réponse superficiellement plausible qui vient aisément à l'esprit. La facilité avec laquelle ils se contentent de cesser de penser est plutôt troublante. Il peut paraître sévère de les traiter de paresseux, leur système 2 et eux, mais ce n'est pas vraiment juste. On pourrait dire de ceux qui ne commettent pas le péché de paresse intellectuelle qu'ils sont engagés. En gros, ce qui vous vient directement à l'esprit n'est pas forcément la bonne réponse à la question ou à la réflexion. Et je trouve justement, en fait, bon là je n'irai pas plus loin dans l'extrait du livre, mais je trouve que c'est, comme il le dit en fait Daniel Kahneman et son acolyte, je trouve que l'exemple de la batte et la balle de baseball, c'est un exemple parlant justement de ce truc-là, que le cerveau va nous souffler en fait une petite réponse, et du coup on va se dire bah oui c'est ça en fait, c'est ça la bonne réponse, et là c'est pour une énigme, tout ça, ouais. Mais ça vaut pour tout en fait. Ah bah, ça vaut pour énormément de choses. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur l'humilité. Exactement. C'est pas une faiblesse en fait d'être humble, et juste de justement de prendre conscience des failles de notre cerveau qu'on a tous en fait. C'est juste normal. C'est même pas une faiblesse, c'est une normalité quoi. Et d'en avoir confiance, au contraire, ça peut être une force justement. Oui, voilà, c'est ça. Exactement. Et je trouve que ça vaut même pour des idées préconçues, pour des préjugés. Se dire qu'en fait que cette petite voix intérieure qui va nous suggérer quelque chose qui est parfois malveillant, en fait on peut aisément la reprendre. Ouais. Et ne pas faire en fait, ne pas faire ce que... Et même ça rejoint, je trouve, parce que souvent tu le vois ça comme discours... suivez votre intuition, c'est la clé de la vérité, etc. Souvent, pour moi, c'est la preuve de gens qui manquent énormément d'humilité et de suivre son intuition. Prends du recul, quoi. Ouais, prends du recul, quoi. C'est ça. Il y a un bouquin justement sur l'intuition où ils ont fait beaucoup de
de recherche que Ok. je n'ai pas lu, hein, mais qui semble être super intéressant parce que ça reprend un peu les travaux de Daniel Kahneman Ok. et ça parle justement de cette intuition qu'on doit en fait remettre en question et une autre intuition qu'on appelle l'intuition de l'expert, mais qui est une intuition en fait qui est travaillée et souvent l'exemple que je donne pour parler de ça, c'est un chef en fait d'une brigade de pompiers qui d'un coup il n'explique pas pourquoi ils sont rentrés en fait dans une maison qui était en feu et il a crié à toute l'équipe de sortir en courant. Il sait pas pourquoi, il a crié, voilà, ça a été instinctif, il a crié, tout le monde est sorti et la maison s'est effondrée. D'accord. Et c'est une petite anecdote en fait pour montrer que la personne qui a crié, du coup, c'est un chef de sapeur-pompier et qui a des années d'expérience en fait Voilà, son intuition dans les incendies. est Et voilà, elle construite avec l'expérience. C'est pas une intuition Voilà, c'est ça. basique en fait. Ouais, C'est ça. bien C'est sûr. une intuition qui a été travaillée et lui, il savait pas à la base d'où ça venait. Mhm. Et après études en fait et expérience, ils se sont rendus compte qu'il avait son cerveau avait quand même créé des automatismes Bien sûr. et capté en fait quand le bois allait céder, des trucs comme ça en fait par le craquement ou par je ne sais quoi en fait. Mhm. Et c'est grâce à ça en fait qu'il a crié et que donc l'intuition peut être intéressante, mais c'est pas une intuition de base en fait. Bien sûr. C'est pour ça que je pense que le livre doit être super intéressant sur l'intuition aussi. Totalement. Mais bon. Parce que je sais, moi, vous le savez pas, vous dans les auditeurs, mais ce livre, ça fait des années maintenant que tu le connais et que tu m'en as parlé. Oui. Et que c'est un livre qui a vraiment changé presque ta vie, quoi, en fait. Donc, on Ouais, parle souvent clairement, des ouais. œuvres qui ont changé nos vies, mais c'est vrai qu'il y a des bouquins aussi. On parle pas assez des bouquins souvent, mais Ouais, parce que je trouve que ça rejoint beaucoup de concepts un peu philosophiques de se dire que on peut réussir justement à être plus tolérant, on peut réussir à être plus bienveillant, Ok. on peut réussir à faire beaucoup de choses, mais ça demande un sacré effort cognitif. Bien sûr. Voilà, c'est pas inné en fait. Et, même combattre ses propres voilà, nous des fois on en parle en off pour la bouffe par exemple, pour la nourriture. Ne pas céder facilement à des trucs, à de la malbouffe ou trucs comme ça demande un travail, ça demande un effort cognitif quand même assez important. Alors ça dépend des personnes, mais bon, donc c'est intéressant. Donc le livre, là, cet exemple-là, vous nous direz, pour ceux qui ont pensé à 10 centimes directement, ou pour ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Mais même Mais je sans pense que la cet plupart exemple, des gens- il y a plein d'énigmes qui reprennent ce thème-là, justement. Oh, tout à fait. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais même si là, ça n'a pas marché sur vous, vous avez déjà lu des énigmes dans le sens qui vous ont berné par la facilité comme ça. Donc, vous comprenez le message. C'est ça. Là, c'est ce qu'ils disent. Hein. De toute façon, le but, c'est pas de résoudre l'énigme, c'est juste C'est ça, c'est un exercice de comprendre que pensée, ce qui était insufflé, c'est le mot 10 centimes et 10 centimes qui vient là. Ça, c'est assez intéressant. Donc voilà, je trouvais que l'extrait de ce livre était assez parlant. Et pour ceux qui sont prêts à le lire, c'est un gros bouquin, bah, je vous le conseille quand même. Ouais, mais c'est bien Donc, d'avoir des système conseils de 1, livres système 2. vraiment essentiels. Franchement, moi, si chaque personne que je rencontrais me disait, bah tiens, je te recommande cette œuvre qui pour moi a changé ma vie, bah en fait, Ouais, je c'est trouve ça vraiment le ultra délire. important. Je pense que ce serait même Ouais. une émission à faire. On regroupe plein de gens et chaque personne va venir avec une seule Ouais, œuvre, bon. peu importe le média, mais une œuvre où ils ont conscience que ça a changé leur vie. Et je trouve que c'est juste, bah ouais, je veux tout découvrir. Ouais, trop. Bref, bon bah je vais passer à ma dernière petite histoire. Ça y est. Allez. Donc ça va Ah, déjà. rejoindre du coup ce que je parlais tout à l'heure sur certains écrits, certains mythes qu'on considère. Tu vas voir, là, je vais te raconter l'histoire, tu vas te dire oui, c'est une légende, c'est mignon, tu vois. Mais quand tu y réfléchis, quand tu prends du recul, et il y a beaucoup d'historiens du coup qui rejoignent ce point de vue, qui disent que en fait ça influence des choses que beaucoup croient aujourd'hui sans se rendre compte que ça vient de textes qui savent même pas l'origine Ok. en fait de leur texte. Et là, je vais vous parler des âmes sœurs. Voilà, Ok. le terme âme sœur. Voilà. Donc, ça vient d'un texte de Platon qui va décrire en fait un banquet auquel il a assisté où il y avait pas mal de philosophes, de poètes, de dramaturges qui étaient là, dont un certain Aristophane. Et le thème de ce débat, où chacun venait un peu
poser ses pensées. C'était libre, hein, tu vois. Ça, je trouve ça même intéressant, je trouve. C'est un débat où on arrive avec... tu sais, genre, tu viens à table, on vient avec un sujet, et chacun vient dire ce qui lui passe par la tête sur ce sujet. C'est pas forcément un débat, c'est juste... voilà. Et le thème du sujet du soir, c'était l'amour et le désir de l'humain de s'unir. Voilà. Plein de personnes ont parlé, mais est venu le tour d'Aristophane, et il va raconter une légende qui va pourtant traverser le temps. Voilà. Je vous le lis. Jadis, rapporte Aristophane, il y avait des dieux dans le ciel et les humains sur terre. Mais nous, les hommes, n'avions pas du tout, en ce temps-là, l'apparence physique qui est aujourd'hui la nôtre. Nous avions alors une tête, mais à 2 visages, 4 jambes et 4 bras. L'union parfaite, en d'autres termes, de 2 êtres ne formant qu'un, sans couture apparente. Il existait 3 variations de genre ou de sexe possibles. L'union homme-femme, l'union homme-homme ou l'union femme-femme, selon ce qui convenait le mieux à chaque créature. Chacun ayant le partenaire idéal cousu à lui-même, nous étions heureux. Créature à 2 visages et à 8 membres, parfaitement comblés. Nous nous déplacions sur la Terre de la même façon que les planètes voyagent à travers les cieux, d'un air rêveur, en bon ordre et sans heurts. Nous ignorons le manque. Nous n'éprouvions aucun désir qui ne soit satisfait. Nous ne désirions personne. Il n'y avait ni conflit, ni chaos. Nous étions un tout. Mais dans notre complétude, nous devînmes exagérément insolents. Notre orgueil nous poussa à négliger d'honorer les dieux. Et le tout-puissant Zeus nous punit de cette négligence. Il coupa par la moitié tous les êtres à 2 visages et à 8 membres, parfaitement comblés. Il créa ainsi un monde de misérables créatures cruellement divisées qui n'avaient plus qu'un seul visage, 2 bras et 2 jambes. Par cette amputation de masse, Zeus infligea à l'humanité la plus douloureuse des conditions, éprouver en permanence une pénible sensation d'incomplétude. Nous, humains, naîtrions désormais avec le manque de notre moitié perdue, que nous aimions presque plus que nous-mêmes, et qui se trouvait quelque part, tourbillonnant dans l'univers sous la forme d'une autre personne. Nous naîtrions également persuadés que, en nous donnant la peine de la chercher inlassablement, nous pourrions peut-être un jour retrouver cette moitié perdue, cette âme sœur. En nous unissant à elle, nous retrouverions alors notre forme originelle et ne souffririons plus jamais de la solitude. C'est là le fantasme singulier de l'intimité humaine. Imaginez que 1 + 1 puisse un jour égaler 1. Voilà. Donc voilà, j'ai trouvé cette légende très intéressante et qui, d'après pas mal d'historiens, en fait, a beaucoup influencé les textes, parce que ça a été écrit 400 ans avant Jésus-Christ. Et du coup, c'est des textes qui ont beaucoup influencé même les cultures suivantes et qui nous poussent même aujourd'hui. Même, tu sais, on en avait déjà parlé dans une émission, c'était en Sex Education. Tu sais, on se demandait si, au lieu d'avoir 2 sexes quand on est né sur Terre, s'il y en avait 5, 6 différents. Tu vois, il y avait les hommes, les femmes, mais il y avait d'autres sexes encore. À quoi ressembleraient nos sociétés ? Et du coup, j'ai trouvé cette histoire très intéressante qui nous pousse à... Comme si, tu sais, donc on sait que c'est totalement faux, mais je trouve que c'est marrant et ça nous indique, tu sais, ça donne une explication sur ce qu'on peut ressentir. Et c'est marrant parce que c'est très moderne, parce qu'il incluait déjà l'homosexualité, la bisexualité, etc. dans des trucs il y a 2500 ans. Hein. Mais du coup, voilà, c'est très marrant de voir et ça a ses vices aussi, parce que beaucoup de gens, en fait, n'arrivent pas, en fait, à se poser avec quelqu'un de manière sérieuse, parce qu'ils sont en recherche de l'âme sœur, et peut-être qu'ils fantasment un peu trop l'âme sœur, en pensant que, justement, les contes qu'on nous raconte depuis qu'on est tout petit, on pense souvent, tu vois, aux contes de Disney, avec les princesses et le prince charmant, etc. Mais ces légendes-là sont inspirées de celle-ci, tu vois, de ce truc, un jour, il y aura un déclic, il y aura un coup de foudre, il y aura c'est une évidence, c'est cette personne qu'il me faut,
Et peut-être que en étant à la recherche de cette personne, peut-être qu'en fait on va passer à côté de plein de gens qui nous auraient convenu en fait. Et il y avait une phrase, alors je sais plus qui c'est qui l'avait dit, mais c'était en étant à la recherche de la personne idéale, on passe souvent à côté de la personne qui nous serait idéale. Un truc comme ça. Je trouvais ça assez intéressant. Et du coup, c'est très marrant en fait de voir qu'un texte comme ça en fait a influencé beaucoup d'histoires. On en parlait, tu vois, avec le podcast sur Scarface. Aucun rapport, hein, tu vois, mais justement ce truc il y a certaines histoires qui deviennent cultes, pas pour la qualité en elle-même, mais pour la trace qu'ils laissent derrière, pour les histoires qui vont être racontées par des gens qui ont été influencés par cette histoire. Et je trouve que cette histoire de Platon, d'après un récit d'Aristophane, je trouve que voilà, elle est sensationnelle. Et c'est pour ça que souvent, même à l'école, on lit des textes un peu chiants. C'est très chiant, surtout quand tu es jeune, de lire ces textes-là. Et aujourd'hui, je les vois un peu différemment, de savoir qu'ils ont influencé tellement de choses derrière, de l'histoire de l'humanité. Il y a beaucoup de textes, du coup, qui, aujourd'hui, je les lis d'une manière différente. Et donc, celui-là, on faisait partie. Ouais, ça, c'est vrai. C'est con, parce que souvent, en fait, quand on est jeune, on se rend pas compte de certaines pépines qu'on a entre les mains. Genre, Aristote, moi, je m'en suis intéressé grâce au jeu Assassin's Creed Odyssey. Exact. Mais... avec tous les philosophes qu'il y a dedans et tout, je trouvais ça super intéressant. Moi, c'est la façon de penser de Socrate qui m'a, pareil, Assassin's Creed Odyssey. Oui. La façon de poser des questions pour faire réfléchir les autres, ça m'a beaucoup marqué. Et c'est vrai que ça vient d'un jeu vidéo. Voilà, c'est con. C'était un peu le père de l'esprit critique. C'est que, vrai, en fait, donc on s'intéressait un peu à l'esprit critique. Sans même savoir que Socrate, à sa manière, à la façon dont il interroge les gens, c'est une forme d'esprit critique avec le respect de l'autre. À réfléchir sur eux-mêmes sans les agresser, juste en les faisant réfléchir. Donc, ça c'est. Il y a un super livre. Alors après, ça parle pas que des philosophes de l'Antiquité, mais ça parle de tous les scientifiques. C'est Bruce de Y penser. Qui avait fait un livre justement sur tous les scientifiques, mais il remonte, il va très loin. D'accord. Il parle d'Aristote, hein, je crois. Okay. Il l'a pas trop dans son cœur, Aristote, je crois. Mais après voilà, il va de très loin, puis il remonte avec des scientifiques qui sont plus modernes. Et je trouve ça super intéressant parce que il y a tellement de personnes par leur façon de penser. Qui ont changé le monde, je trouve ça fascinant. Fascinant. En plus, moi, ce sujet de quand on est plus jeune, on passe à côté de tellement de sujets ultra intéressants parce que juste on est jeune. Et ça, j'en ai parlé il y a pas longtemps avec une connaissance à moi qui très récemment en fait a bifurqué de carrière. À plus de 30 ans, en fait, il s'est lancé dans des études de médecine, voilà. Tu vois peut-être de qui je veux parler. Ouais. Et du coup, on en a discuté de ça, en fait, des cursus scolaires qui poussent des jeunes qui ont 1000 choses autres à penser. C'est en plein pendant la puberté où t'as 1000 choses à penser et c'est là qu'on te demande de choisir ton avenir. Et du coup qu'aujourd'hui si t'es un peu plus vieux et que du coup tu t'intéresses à des sujets et que tu peux faire des métiers comme par exemple la médecine où on est en recherche de médecins etc, il y a besoin de personnel, malheureusement en fait il n'y a pas d'aide pour les gens qui veulent se reconvertir même si voilà, alors qu'il y a des aides plus jeunes, mais on considère aujourd'hui que si quelqu'un à plus de 30 ans par exemple veut changer de voie et partir là-dedans, c'est qu'il a les moyens de le faire. Il a les moyens de faire des études et du coup, il n'y a aucune aide. C'est-à-dire que tu as envie de te relancer dans des études, même des fois des trucs moins longs que les médecins, hein, des trucs de 1 ou 2 ans, tu n'as aucune aide. Alors que c'est des postes qui manquent de personnel, qui manquent de tout ça. Ouais, c'est vrai, tout à fait. Ouais. Et c'est vrai que moi, je sais que j'ai une adolescence un peu compliquée où ça me saoulait l'école et je suis devenu beaucoup plus curieux par la suite. Donc je suis très autodidacte, j'ai appris beaucoup de choses du coup par la suite tout seul, mais je me dis c'est vrai que c'est bête et que les études limite on pourrait les avoir, tu vois, ça pourrait être un modèle de société où tu as des années, dans chaque citoyen a tant d'années d'études financées dans sa vie.
sais, je sais pas, tu vois, mais ça serait une Oui, idée pas je vois ce que bête. tu veux dire. Et que même, il y Oui. a un concours, tu vois. Tu passes un concours et si t'es pris, bah, tes études derrière sont financées. Et souvent, c'est l'inverse qui se passe. C'est que tu fais des études pour réussir un concours, mais rien n'est financé à l'avance, donc bref. Voilà, Ah, c'est tout c'est un bon, sujet. tu refais le monde. Ouais, Tu refais le voilà, monde. bah, c'est la nouvelle année, les gars. Non, mais oui, en plus, faut savoir que la maturité cérébrale, elle arrive à maturité à 25 ans. C'est-à-dire qu'avant 25 ans, c'est pas qu'on est des gros débiles, hein, mais c'est que non, mais je pense qu'on c'est est comme si tous notre passés identité n'est pas encore construite. Mais exactement. Donc Mais c'est même- compliqué de trouver sa voie. Hein. Moi, je faisais vraiment partie des gars qui se faisaient chier à l'école comme je sais pas quoi. Ah Et oui, même, moi, c'est pareil. Hein. et puis C'est même, pareil. l'école est tellement vaste qu'il y a, même aujourd'hui, je pense que je retournerai. Moi, je suis pas du tout un matheux. Je retournerai en cours de maths. Je pense que je me ferai chier. Mais du coup, il y a plein d'autres cours, à mon avis, que je serais passionné en fait, et qu'à l'époque, je m'en foutais, tu vois, parce que j'avais d'autres Bah, moi, choses en c'est tête, l'histoire. quoi. L'histoire, Ouais, j'en avais tellement exemple. rien à foutre. Alors qu'aujourd'hui, Et alors que je trouve ça super intéressant. et voilà, c'est ça. Enfin, Aïe, bref. aïe, aïe. Bon, Eh bah, ouais, on va passer à ta dernière. retourner dans le passé. C'est Oui, ça. c'est ça. Oui, on va passer à la dernière. Ça y est. Donc ouais, ça passe vite quand même. Hein. Ça Ouais, passe c'est vite. Hein. clair. Comme d'hab. Hein. Et là, on va passer sur un petit conte Ok. pour finir. Ok. C'est un petit conte que j'ai bien aimé. Évidemment, si je Ah, Si, je détesté. l'évoque. J'ai vraiment détesté. Je sais pas pourquoi il est là. je voulais avoir votre avis. Je voulais avoir votre avis. Puis on ira Vous voulez ensemble comprendre. insulter l'auteur de ce conte. J'ai son adresse. Je l'ai noté là actuellement. C'est totalement contraire à la méchanceté. Tout le- Donc, j'ai prévu des couteaux, des machins. Quelle horreur, quoi. D'ailleurs, ça, c'est un truc qu'on aurait pu préciser. C'est vrai que dans la méchanceté, souvent, c'est pas que on peut dissocier l'individu et la méchanceté. C'est l'acte qui est méchant, mais pas l'individu. Un individu lambda peut faire un acte méchant. Ça veut pas dire qu'il est méchant. Voilà, c'est pas. Voilà, c'est bon, allez, on passe au compte. Donc, les racines du baobab. Il y avait une fois un vieux baobab majestueux au cœur d'une savane. Au fil des siècles, il avait vu passer de nombreux voyageurs. Chacun avec son histoire et ses rêves. Un jour, un jeune explorateur vint à lui, fasciné par sa grandeur. L'explorateur dit au baobab : « Vieil arbre, tu as survécu à tant de tempêtes et vu tant de choses. Raconte-moi le secret de la sagesse. » Le baobab répondit : « Mon secret réside dans mes racines profondes, qui plongent dans la terre depuis des générations. Elles ont absorbé la richesse du sol, mais aussi les larmes de la pluie et les échos du vent. C'est là que se trouve ma véritable sagesse. » L'explorateur, un peu déconcerté, demanda : « Mais que signifient les larmes de la pluie et les échos du vent ?» Le baobab expliqua : « Les larmes de la pluie représentent les moments difficiles et les épreuves qui nous nourrissent et nous font grandir. Les échos du vent sont les enseignements subtils de la vie qui portent des vérités cachées. Ma sagesse vient de l'acceptation de toutes ces expériences, des joyeuses aux douloureuses. » Fin. Voilà, c'est un petit conte mignonné pour finir. Ouais, bah c'est bien. Comme ça, on conclut avec du positif. On a commencé avec du bien. Et du bien hard. C'est pour ça. Bah, c'est pas plus Voilà, mal, qui est comme ça, sympa. voilà. C'est très, Qui est très cool. sympathique. Mais j'aime bien, moi, ces petites histoires, ces petits contes avec ces petites morales, avec ces trucs, j'aime bien. Ouais, moi aussi, ouais. Je trouve que c'est sympathique. Et celui-là, bon, voilà, je trouve mignon. Pour dire que dans la vie, il y a forcément des moments difficiles, mais le baobab, il a acquéri de la sagesse juste parce qu'il l'a accepté. Je trouve ça assez intéressant. Voilà. Et j'ai même, sans aucun rapport, hein, j'ai pour
pour finir cette émission, Ouais. j'ai noté un petit dicton. Vas-y. Et on l'avait fait tu à te l'époque. rappelles Oh là là. Oui, Tu me replonges dans le passé, là, punaise. c'est ça. Ceux qui nous écoutaient à la toute époque, à chaque fin d'émission, il y avait un dicton. Souvent, Il y avait un on petit l'inventait, hein, des fois. Mais des fois, c'était des vrais dictons. Punaise, c'est vrai, on a arrêté ça, mais il y a au moins 2 ans, quoi. Ça remonte. Oui, ouais, trop. Eh bien, là, j'en ai noté un. Après, Ah. par contre, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on débat sur ce dicton ou est-ce que c'est la fin de l'émission? Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, t'as envie qu'on dise au revoir aux gens et qu'on finisse avec ton dicton, genre comme à l'époque, quoi. Ah, allez, vas-y, comme à l'époque. On fait comme à l'époque. Mais bon. On vous dit au revoir, du coup. On vous dit Allez, adieu. allez, ciao, ciao. Ciao. Non, Bon, bah on l'a oui, bien on pris. remercie tout le monde, on remercie. On l'a fait en début d'émission pour une fois, donc c'est vrai que ça fait bizarre de le C'est refaire vrai, ça fait enfin. bizarre. Mais voilà, on vous dit, bah, ceux qui sont encore là à la toute fin d'émission, c'est les meilleurs. C'est vraiment les meilleurs de tous. Ouais, c'est les best. Mettez les commentaires. Mettez, on est les meilleurs. Ça, on comprendra ceux qui sont restés ça. jusqu'à la fin. Non, mais vraiment, merci à tous. Et puis, bah, nous, on s'éclate à faire ce podcast. On va le continuer. C'est pas prévu qu'on arrête. Hein. Et puis, Non. on est reparti pour une nouvelle année, quoi. C'est beau, quoi. Oui. 2024, punaise. Ça y est, quoi. Et on espère que les histoires vous auront plu. Hein. Dites-nous si vous avez des préférences et Exact. des histoires intéressantes à raconter hein, Oh, pour les ouais. prochains story shows. Comme pour l'Horror Show, on avait demandé des témoignages. Bah là, n'hésitez pas si vous avez des histoires incroyables à nous raconter, des anecdotes, lâchez-vous et peut-être qu'on les fera dans le prochain story show, quoi. C'est beau. Bon. Bah sur ce. Bah, Je vous dis le dicton, à la prochaine. mec, le dicton, non Et le dicton. Et le dicton. Allez, on t'écoute. Allez, c'est parti. Tout le monde est un génie. Mais si on juge un poisson sur sa capacité à grimper un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide.